Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous mets une vidéo euh, par rapport à la chaîne de mon ami Nicolas Bouvier. Je suis passé sur la chaîne de Nicolas Bouvier plusieurs fois et je le remercie. Et donc, il m'a demandé de passer cette émission sur ma chaîne. Donc, je le fais. À cette émission, vous verrez, malheureusement, il y avait un agriculteur de la Haute-Loire qui était invité, qui a eu des problèmes de connexion, qui a eu un imprévu et qui n'a pas pu venir. Voilà, ça fait partie des problèmes du direct. Et il y avait Georges Kuzmanovic de République Souveraine qui devait venir débattre, donc il viendra bien sûr un autre jour, c'est reporté. Lui également, problème de direct, problème de connexion. Je me suis retrouvé le seul à l'émission. Mais voilà, donc je vous dis bonne émission et à bientôt. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Ravi de vous accueillir pour cette émission consacrée à la crise agricole. Alors, à l'origine, on devait être 4 en visio. Nous ne sommes plus que 2. Alors déjà, Jérôme Battré, je l'ai eu au téléphone juste avant l'émission et il avait une course urgente à faire pour raison familiale. Donc, il sera avec nous vers 20 heures. Donc, on a prévu de commencer l'émission sans lui parce qu'il avait des soucis de connexion avec son portable. Donc, on va éviter qu'il nous parle de sa voiture, etc. Et ensuite, Georges Kuzmanovic, eh bien, on a essayé de le joindre et on n'a pas réussi. Donc, on lui a envoyé le lien de connexion pour qu'il nous rejoigne, en espérant qu'il n'ait pas oublié l'émission avec nous ce soir, puisqu'à l'origine, c'est une table ronde qui était prévue. Donc là, on se retrouve à nouveau en tête-à-tête. Mon cher Philippe, bonsoir à toi. Merci d'être là. Bonsoir. Voilà, donc Philippe, je vais plus te présenter puisque les auditeurs commencent à te connaître. C'est la 3e fois que je t'accueille et la 2e fois en un mois, puisque nous avons déjà fait une table ronde en mois de janvier, donc avec Jean Becker et François Fenouillet, concernant la crise agricole. Alors, on en était aux prémices avec ce qui se passait en Allemagne notamment et avec l'organisation française. Alors justement, le but de cette émission de ce soir, à l'origine, c'était aussi de discuter avec Georges Kuzmanovic du parti République Souveraine des propositions que faisait son parti politique concernant l'agriculture. Donc j'ose espérer que durant cette émission, on pourra en discuter avec lui s'il nous rejoint. En attendant, Philippe, je te demanderai à nouveau de te présenter quand même sur certains points, puisque au-delà du fait que tu es producteur de lait dans le Maine-et-Loire, j'ai cru comprendre que tu avais un passif aussi à la FNSEA et que, entre guillemets, tu étais en léger conflit d'intérêts puisque tu fais partie donc de République Souveraine, puisque c'est toi-même qui m'as aussi parlé de Georges Kuzmanovic. Et j'en profite également pour saluer Greg Tabibian, puisque Greg vous a reçu, toi, Philippe, il n'y a pas très longtemps. Il a reçu Georges Kuzmanovic avec qui il est en contact également. Donc, je te laisse la parole. Donc bonjour à tous, merci Nicolas de m'inviter à cette émission. J'espère que Georges, qui a dû avoir un contretemps, va réussir à nous rejoindre et Jérôme après. Moi, oui, je suis producteur de lait donc, dans le Maine-et-Loire, responsable chez République Souveraine pour la partie agricole. Et puisque tu m'as tendu la perche par rapport à la FNSEA, alors mon père s'occupait au niveau du canton de la FDSEA jusqu'en 1987, hein, puisque lui, il a arrêté son exploitation fin 87. Hein, et donc, moi, j'ai été adhérent, j'étais simple adhérent de, de 88, du 1er janvier 88 à 94. Je crois même que j'ai arrêté de payer en 93, si ma mémoire est bonne. Et après, donc, j'ai été non syndiqué durant toute cette période, avec des passages par le passage des grèves du lait à l'appli nationale et autres, quoi. Et donc, je suis bien producteur de lait dans le Maine-et-Loire. D'accord. Alors, j'en profite également, puisque M. Kuzmanovic n'est pas encore là et je le regrette et j'espère qu'il va nous rejoindre durant l'émission parce que j'avais notamment une question à lui poser. Étant donné que demain soir, pour les auditeurs, je vous invite à regarder au-delà de l'émission que je ferai avec mon invité mystère à 19 heures. À 21 heures, je serai sur TV Liberté dans l'émission Bistro Liberté en tant que sociétaire, avec notamment Didier Maisto, Frigide Barjot et François Devoyer. Et l'invité principal est Jean Lassalle,
avec qui nous avons notamment discuté des injections. Je lui ai posé la fameuse question, notamment. Je vais lui poser la fameuse question. Ensuite, on va parler notamment de la crise agricole dans le cadre du Salon de l'agriculture qui aura lieu samedi prochain et qui fait beaucoup débat, puisque dans la dernière table ronde que nous avions faite, Philippe, je pense que tu t'en rappelles, nous avions évoqué le blocage de Rungis, le boycott notamment du salon. Alors, déjà, je voudrais, si cette émission a lieu ce soir, c'est notamment pour faire une mise au point sur la situation actuelle, parce que on a entendu un peu tout et n'importe quoi. On a vu que la FNSEA, toujours du côté du système, ce MEDEF agricole ne déçoit jamais, surtout quand il s'agit de rentrer à la maison et de collaborer avec le pouvoir. Mais où en sommes-nous? Puisqu'aujourd'hui, sur les routes de France, à titre personnel, moi j'ai eu le blocage sur l'A20, côté Limoges. Est-ce qu'il y a toujours des blocages dans le pays? Si oui, vers quel secteur? Ensuite, est-ce que tous les agriculteurs sont rentrés à la maison ou est-ce que certains continuent de résister? Voilà, est-ce que tu peux nous faire un panel de ce que tu sais de la situation, s'il te plaît? La situation, je dirais pas que c'est du jamais vu, parce que ça a sûrement existé déjà dans le passé. Par contre, je pense que l'arrivée des réseaux sociaux contribue à ce qu'on est en train de vivre actuellement. Pourquoi? Parce que depuis l'après-guerre, il y avait une seule presse agricole tenue par le syndicat. Bien avant les réseaux sociaux, les gens avaient le journal. Alors nous, chez nous, c'est l'Anjou agricole, voilà, suivant les départements. Et cette presse agricole donnait l'information aux agriculteurs. Les gens étaient téléguidés par la FNSEA. Ensuite, il y a eu des scissions avec plusieurs syndicats, mais les autres syndicats, pratiquement, n'ont pas de presse agricole, n'ont pas de journaux. Il y avait le MODEF, qui a toujours un journal, mais qui était limité dans sa portée de diffusion. Donc, avec les réseaux sociaux, je pense qu'il y a une évolution. De là à renverser le bateau, je ne voudrais pas l'affirmer, mais il y a une évolution où les gens sont de plus en plus informés. Et ce qui est en train de se produire, c'est que la base, je dis bien la base, c'est-à-dire les gens non syndiqués, voire les gens syndiqués de la FNSEA, voire des gens syndiqués de la CR ou de la CONF, des autres syndicats, ont bien compris qu'on était roulé dans la farine par nos dirigeants, Hollande, Sarkozy, Macron, qu'on n'allait rien obtenir, qu'on allait obtenir peut-être 200 € par exploitation ou 1000 € par exploitation, alors qu'on en a perdu 50 ou 80 000 par an. Ils ont compris qu'on était roulé dans la farine et les gens voient qu'ils sont en train de crever et ils essayent de démarrer des mouvements de la base. Alors, certes, pas coordonnés, pas structurés, mais c'est normal. Ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de financement, ils ne sont pas rattachés à aucun parti politique ni syndicat, la plupart. Et là, le syndicat, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des gens sur le terrain pour empêcher les mouvements indépendants de se développer, voire même il prévient les forces de l'ordre pour disloquer les mouvements. C'est le cas dans le 49 et dans le 44, pour garder la main et rester le seul interlocuteur des pouvoirs publics. La FNSEA est le seul toujours interlocuteur des pouvoirs publics. Et alors le problème des autres syndicats, le MODEF qui a 400 000 € par an de subvention de l'État, la coordination rurale et la confédération paysanne qui ont 3 300 000 € à peu près, c'est que certes certains essayent de bouger, mais quand ils sont face au chef d'État, comme c'est des fonds publics et que les élections sont en janvier 2025, il faut bien comprendre, Nicolas, que celui qui va taper un peu fort sur la table, rien n'empêche le gouvernement, le ministre de l'économie des finances, en janvier 2025, au vu des résultats des élections Chambre d'agriculture, personne ne peut empêcher le président de la République de dire, surtout que c'est d'actualité ce que je dis en plus, parce qu'il veut faire des économies, 10 milliards, il peut convoquer les syndicats et puis il peut dire, écoutez, j'ai beaucoup de problèmes, économiquement c'est dur pour le pays, on va baisser les enveloppes de 20% ou 25% de financement. Et les syndicats, surtout les petits évidemment, ils ont tous la trouille de ça. Donc ils sont pris entre deux feux.
ils ne peuvent pas rien faire parce qu'ils voient là-bas ce qui bouge. Donc, ils vont aller au salon, ils vont faire ce que j'appelle pour une partie du folklore, mais en réalité, ils sont coincés entre le chèque de Macron qui va venir en janvier et dire Monsieur Macron, vous faites rien, vous nous laissez crever. Donc, la frontière, là, elle n'est pas facile, là. Tu comprends? Alors, ce que je comprends surtout, c'est que justement, j'avais intitulé cette émission Gilets jaunes, crise agricole, même combat, point d'interrogation. Pour faire un bref résumé pour nos auditeurs, moi-même, j'allais dire, alors même si je n'ai pas de double casquette ce soir, je ne suis pas du monde agricole, mais j'ai été gilet jaune, même si ça a duré quelques semaines uniquement, parce que j'ai vu que le mouvement était très vite récupéré, instrumentalisé, etc. Et si Jérôme nous rejoint tout à l'heure, lui qui a été agriculteur gilet jaune, il pourra nous en parler également. Simplement, moi, ce que je remarque, et je me suis fait la réflexion récemment et avec certains proches, c'est qu'il y a une forme de presque concordance des temporels. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans et demi quasiment, on a eu le mouvement des Gilets jaunes le 17 novembre 2018, qui a duré plusieurs mois avec des manifestations tous les samedis sur les ronds-points, etc. Ensuite, on a eu un grand débat national, sachant qu'il y avait eu une allocution présidentielle en décembre, je crois que c'était le 10 décembre 2018, avec les fameux 100 € de pouvoir d'achat, etc. Déjà, sur les termes, c'était pas très net, on savait pas si c'était net, brut, etc. C'était des miettes, en gros. Et puis, il y a eu le grand débat national qui a servi de tremplin un petit peu au monologue présidentiel, sachant que vous avez également, au-delà de ce grand débat, il y a eu l'incendie de Notre-Dame le 15 avril 2019, et puis ensuite, il y a eu les européennes. Les européennes, où certains gilets jaunes étaient des têtes de proue, des têtes de… Voilà, et qu'ils pouvaient justement voilà, faire la différence. Est-ce que les gilets jaunes, pour toi, ont été, entre guillemets, pas remplacés, mais est-ce que leurs successeurs sur le plan symbolique du mouvement, est-ce que finalement les agriculteurs, même si ce ne sont pas aux mêmes origines, on reste toujours quand même sur le pouvoir d'achat. Les gilets jaunes, c'était surtout sur le prix de l'essence. Et on se rend compte qu'en 5 ans, le prix de l'essence a bondi. À part pendant le Covid, c'est redescendu à 1 €, 1,10 €, mais comme personne ne prenait de l'essence, il y avait quasiment personne qui avait le droit de sortir. Aujourd'hui, on se rend compte que le gasoil est à 2 €, si je prends le gasoil comme référence. On sait qu'il y a le conflit en Ukraine, etc. Là, j'ai entendu encore qu'au 1er juillet, le gaz allait augmenter. Est-ce que pour toi, finalement, la crise agricole, c'est un petit peu un calque des gilets jaunes, mais version agricole, et les européennes en ligne de mire font que certaines figures de proue médiatiques peuvent aussi basculer dans cette vision politicienne des européennes? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, alors tout à fait, Gilets jaunes. Alors le mouvement des Gilets jaunes, il est né, alors certes, on parle de l'histoire du gasoil, mais ça fait comme les agriculteurs, où ils essayent de dire que le problème c'est le GNR et les normes. C'est pas ça. C'est un problème de fond bien plus important que ça, qui existait de misère du temps de Sarkozy, du temps de Hollande. Ça remonte à bien plus loin que ça. Après l'étincelle, on dit c'est le GNR, on dit c'est les normes, on dit, mais c'est parce qu'on trouve un argument. Mais en fait, c'est que la société française est en train de se désagréger, pas que la société française, hein, européenne, parce qu'il y a de plus en plus de pauvres à cause du modèle économique. Alors après, ce qui se passe, on peut faire un parallèle avec les Gilets jaunes et les mouvements d'agriculteurs qui essayent d'émerger sur les territoires. C'est que le gouvernement, lui, quel qu'il soit, il veut un interlocuteur. L'interlocuteur, il le finance à travers des résultats chambre d'agriculture, comme il finance la CGT, la CFDT, à travers les résultats des élections des salariés. Donc, il a un interlocuteur aujourd'hui agricole qui fait 25% des paysans, 25,8%, certes, qui ne représente pas les agriculteurs, surtout qui représente plutôt ce syndicat, l'agroalimentaire et les gros agriculteurs, mais lui, le gouvernement, il faut se mettre à sa place. Si demain, il reconnaît des mouvements type Gilets jaunes, eh ben là, il n'y a plus de légitimité autour des syndicats et surtout, la parole qui va être portée auprès des pouvoirs politiques, auprès de l'Union européenne, auprès des revendications, ça ne va plus du tout être les revendications de la FNSEA qui sont pro-européens, pro-mondialistes, qui sont en fait, ce syndicat-là, c'est un syndicat qui a été mis
après la guerre et qui s'est adapté au fil des décennies, il est là pour accompagner la restructuration agricole, et je vais le dire, hein, parce que je le sais, il est là pour qu'il y ait, allez, 120 000 fermes en France, pas plus. 120 000 agriculteurs, pardon, hein, en France, pas plus. Voilà. Mais idem en Belgique, idem en Italie, idem en Allemagne. Hein. C'est une tendance, un rouleau compresseur qui fait qu'ils considèrent, les mondialistes, que dans nos sociétés modernes, Nicolas, s'il reste 0,5% ou 1% de paysans par rapport à la population, pour eux, c'est un modèle viable et c'est le modèle pour les années à venir pour nos sociétés modernes. Voilà, en fait, pour eux, c'est pas un échec, c'est une évolution de société. Comme on a connu nos artisans, nos forgerons, et eux, ils considèrent que dans les communes que tu traverses où il y avait 40 agriculteurs, ils vont te dire, Nicolas, s'il n'y en a que 3, ça sera bien. C'est ça le projet. Oui, je vois. Monsieur Kuzmanovic nous a rejoint. Je ne sais pas s'il nous entend. Il arrive. On va essayer de voir. Il arrive. On va le laisser arriver. Je voudrais que tu réagisses à certains commentaires, sachant que vous êtes une centaine à nous avoir rejoints, et un grand merci. Sachant que c'est un sujet complexe, encore une fois technique, parce qu'au-delà du côté médiatique et de la communication, il y a aussi des idées, des projets, il y a aussi des manipulations, j'allais dire de l'ingénierie sociale notamment. Et donc, alors, Georges Kuzmanovic nous dit qu'il nous entend, mais qu'il a un problème technique. Donc, on va le laisser régler cela. En attendant, je voudrais que tu répondes à ce commentaire de Nathangel qui dit: c'est Sébastien Béraud, agriculteur, qui avait fait une vidéo de 3 minutes en s'adressant directement à Macron, qui a défrayé la chronique. Il a dit que les agriculteurs croyaient la FNSEA naïvement. Oui, alors les auditeurs ne sont pas au courant, mais c'est avec grand regret, nous on est au courant dans le monde agricole de plus en plus, que malheureusement les gens ne peuvent pas suivre M. Sébastien Béraud pour une raison simple, c'est qu'il est poursuivi par la justice. Et nous, on en sait bien sûr quelque chose. Nous, en tant que SAMU social agricole, moi en tant qu'individu, Michel Bigny en tant qu'individu, notre trésorier en tant qu'individu, les Gilets jaunes de la Haute-Loire, Jérôme Batret qui arrivera tout à l'heure, on lui posera la question, il en dira un mot. Malheureusement, aujourd'hui, il y a eu une sommation interpellative à son encontre, puisque ce personnage, et je le regrette, fait de la diffamation et de la menace, des menaces envers les personnes, et des diffamations, je dirais, très, très, très graves. Très, très, très graves. Donc, on communiquera le moment venu, on mettra, on n'a aucun souci par rapport à ça, on a des pièces de justice, on pourra les mettre, il n'y a aucun problème. Malheureusement, suivre ce personnage, c'est suivre un mauvais chemin, et je le regrette, parce qu'on n'a pas besoin de ça avec la catastrophe agricole qu'on a actuellement. D'accord. Non, je voulais que tu réagisses là-dessus. Étant donné que c'est pareil, durant les Gilets jaunes, on a eu des figures médiatiques qui sont sorties. Oui. J'aimerais, à titre personnel, saluer, même si je ne le connais pas personnellement, mais une figure qui m'a paru assez intelligente et assez de bon sens, c'était François Boulot. Et d'ailleurs, s'il souhaite un jour prochain faire une émission et intervenir sur ce plateau, ce sera avec grand plaisir. Je l'ai déjà sollicité, mais je comprendrai s'il veut rester discret, parce que l'époque des Gilets jaunes a été très intense, et forcément, ça a aussi créé des victimes collatérales, hein, parce que quand on est médiatisé à outrance pendant une période donnée, parfois on a envie aussi de prendre des jours paisibles, donc je le comprendrai tout à fait. Voilà. Alors, justement, au-delà de cette affaire, à l'heure actuelle, on est à quelques jours du salon de l'agriculture. On a entendu beaucoup de choses qui se préparaient. Alors moi, j'ai fait un sondage dans la communauté YouTube, et je salue les plus de 900 personnes qui ont voté pour la question que j'ai posée, alors qui paraît simpliste, hein, pour ou contre le boycott du salon de l'agriculture. Alors certains m'ont dit que la question était mal posée. Peut-être. Le principe, de toute façon, reste le même. Est-ce qu'en gros, le salon d'agriculture doit se passer normalement, ou est-ce qu'il faut qu'il soit troublé, que ce soit par les agriculteurs ou par autre chose? En attendant,
eh bien, voilà, plus de 97% des gens ont voté pour que ce soit boycotté. Certains agriculteurs songent à faire en sorte que Macron ne puisse pas entrer dans le salon. À ton avis, avec ton regard d'agriculteur et de professionnel, quelles seraient les solutions les plus viables pour marquer vraiment un appel vraiment fort, au-delà de simples panneaux à l'envers, comme on l'a depuis des mois dans le pays? Pendant les Gilets jaunes, c'était porter un gilet jaune, comme son nom l'indique. C'était être sur les ronds-points, discuter. J'allais dire refaire nation finalement, parce que moi, sur les ronds-points, il m'est arrivé de débattre sur l'Union européenne, sur la Constitution, etc. Et je salue d'ailleurs Étienne Chouard, qui était beaucoup intervenu à l'époque, sachant qu'Étienne, eh bien, comment dire, je le réinviterai prochainement pour faire une émission justement sur la Constitution avec d'autres invités. Toi, qu'est-ce que tu suggères pour ce salon de l'agriculture et pour les actions à venir? Alors, sur le salon de l'agriculture, c'est jamais des décisions faciles à prendre. On en a parlé, nous, avec Georges Kusmanovic. Moi, je considère, c'est personnel, hein, attention, on n'est pas obligé d'être d'accord avec ce que je vais dire. Le salon de l'agriculture, comme l'a dit Perigo Légas, c'est pas le salon des agriculteurs, c'est le salon de l'industrie agroalimentaire, hein, des businessmen, géré par la FNSEA. Donc, à partir de là, une fois qu'on a dit ça, j'y suis allé, moi, des fois, au salon de l'agriculture, manifester ou même tenir des stands, j'y suis allé à une époque. Si on rentre dedans, on le cautionne. Si on n'y va pas, on n'est pas présent. Donc, il y a eu plusieurs décisions prises. Il y a la Confédération paysanne, ils ont décidé de ne pas y aller. Donc, eux, ils font des fermes ouvertes dans les départements. C'est un choix que je respecte. Je pense que c'est pas une mauvaise idée. Nous, avec Georges, les souverainistes République souveraine, on sera présents les 2 premiers jours, samedi, dimanche. Moi, j'y retournerai mardi, parce que j'ai une journée complète avec les journalistes. Mais alors, nous, pour ne pas le cautionner, on n'ira pas dans le salon, on restera à l'entrée du salon, on va installer un micro et tout ce qu'il faut, on va être à l'entrée du salon, mais on n'ira pas dans le salon. Parce que si on rentre dans le salon, quelque part on leur donne crédit, bon, ça risque d'être un peu chaud, tout est contrôlé de partout, avoir un stand, ça coûte une blinde, bon, c'est beaucoup de business. Alors, il n'y a qu'un regret de quand on dit qu'il ne faut pas aller au salon. Moi, personnellement, je suis pour le boycott du salon. Il y a juste un bémol à ça quand on dit boycott du salon, c'est qu'on pénalise les producteurs qui exposent leurs produits. On pénalise ces gens-là. Bien sûr. Bon, du coup, on tape sur Lactalis, on tape sur Bigard, on tape sur la coopération agricole, on tape sur la FNSEA, on tape sur tous les businessmen en tout genre qui sont là pour profiter de la misère du monde paysan. Mais par contre, c'est vrai que du coup, si on boycotte le salon, le gars qui vient présenter ses fromages, il ne pourra pas les présenter, ou alors il faut qu'il les présente en région. Donc, c'est jamais des décisions faciles à prendre. Nous, on va communiquer. C'est les élections européennes. On est donc en période, on va dire, quasi électorale. On va expliquer ce qui se passe avec un micro à l'entrée du salon. Et on ne va pas rentrer dans le salon. Comme ça, on va perturber personne. Nous, c'est pacifique. Hein. Il y a des souverainistes qui vont venir. Nous, c'est pacifique. Hein. On invite les journalistes et tout le monde. Après, il faut rappeler, et je l'ai dit sur Radio Courtoisie la semaine dernière, que chacun à son niveau peut contribuer à un monde meilleur. Alors, ça fait très... comment dire, très utopiste, même politicard de dire ça, mais je le rappelle et j'en parle encore beaucoup ces derniers temps, même à mes collègues de travail, etc. Moi, je suis monté à Paris et j'invite les auditeurs à revoir ma toute dernière émission avec Jean-Michel Jacquemin parce qu'on a fait presque 3 heures ensemble. Je parlais de l'argent liquide parce qu'on a tous le moyen aujourd'hui. Moi, je vois la plupart des gens payer en carte bleue ou même avec leur portable. Sans le savoir, peut-être que certains sont inconscients ou font pas exprès ou c'est la facilité, mais chacun participe en faisant ça, eh bien, à tuer ce qui reste de notre économie. C'est-à-dire que avec la carte bleue, il y a des taxes, il y a du traçage, il y a de la surveillance. En fait, on est mûr pour le crédit social. Il n'y a pas besoin d'aller en Chine pour avoir le crédit social. On l'aura à domicile. Donc, c'est aussi bien comme ça. C'est pour ça que sur Radio Courtoisie, justement, j'avais échangé avec Sébastien Béraud là-dessus. Et au-delà des suggestions qu'il fallait proposer, moi j'avais déjà
proposer quelque chose de simple en tant que citoyen. Moi, je ne suis pas du monde agricole, mais je ne suis pas 3 fois neuneu non plus. Déjà, éviter les caisses automatiques. Quand vous allez dans un supermarché, si vous n'avez pas le choix, vous êtes en ville, qu'il n'y a pas de petite épicerie ou quoi que ce soit, déjà, aller voir un humain, ça paraît idiot de dire ça, mais c'est moi à 33 ans bientôt qui vais devoir faire des leçons de morale à des retraités parce que on en est à ce niveau-là où des gens me disent « Ouais, mais j'ai pas envie d'attendre. » Je suis désolé, mais quand on peut passer 5 minutes à attendre à la caisse, même à Leclerc, même à Carrefour, peu importe, on a des humains. Faut savoir que quand on passe à une caisse automatique, on fait le boulot d'un humain. Donc, vous êtes en repos, vous êtes en week-end, en fait, vous bossez gratuitement à faire ce qu'un autre humain est payé à faire, et en plus mal en général. Donc, voilà, vous payez en espèces, en argent liquide. Ils sont en train d'enlever les distributeurs. J'ai une amie qui habite dans le 6e arrondissement de Paris, et je la salue, elle se reconnaîtra, qui me disait les distributeurs, après 21h, ils arrêtent de distribuer. Les parcs-mètres, notamment sur Paris, on ne peut plus payer en espèces. Les parkings souterrains, c'est pareil. Moi, j'appelle ça de la dictature. C'est-à-dire qu'on n'a plus le choix que d'utiliser sa carte bleue. Alors, celui qui n'a pas de carte bleue, parce qu'il y en a, ça existe, celui qui ne peut pas aller au centre des impôts ou qui n'a pas Internet, parce qu'il y a encore des gens qui n'ont pas Internet en 2024 et ce n'est pas pour ça qu'ils n'ont pas l'eau courante ou l'électricité. Ces gens-là sont pénalisés parce qu'on leur dit marche ou crève. Et pour le monde agricole, c'est pareil. Si vous avez l'opportunité, et je dis bien si vous avez l'opportunité, après c'est aussi une question de volonté, ce n'est pas seulement une question de capacité, c'est de dire voilà, j'évite de faire marcher Monsanto, Bayer, les grands industriels, je vais voir le fermier, je vais voir… Alors, il y a aussi un détail qui peut paraître anodin, mais c'est aussi l'humain, c'est-à-dire l'amabilité. Moi, il m'est arrivé aussi, malheureusement, d'avoir des gens détestables, parce qu'il n'y a pas que des gens bien. Hein, je suis désolé d'apprendre ça à beaucoup de gens, mais le Père Noël n'existe pas. Autrement dit, il y a des gens qui parfois ne sont pas aimables, qui ne disent pas bonjour, qui ne disent pas merci, qui ne disent pas au revoir. Et pour moi, la politesse, l'éducation, ça fait partie des bases. Et quand vous avez quelqu'un qui en a rien à foutre, qui se fait chier d'être là et qui vous fait sentir, vous n'avez qu'une envie, c'est de lui dire allez vous faire foutre. Et c'est pourquoi je pense que beaucoup aussi décident d'aller utiliser de l'électronique parce qu'ils se disent j'ai un humain, mais l'humain il s'emmerde là, il préfère être chez lui. Et c'est vrai que malheureusement, ça contribue parfois à cela. Mais malgré tout, utiliser l'humain au mieux possible et pour le reste, donc payer en espèces, boycotter les industriels le plus possible, ce sont des gestes simples. Après, par rapport à ce que tu disais sur notamment le salon de l'agriculture, je suis désolé de te le dire, Philippe, mais malheureusement, aux grands mots, les grands remèdes. Et certains dans les commentaires le disaient. Quand il y a eu les gilets jaunes, les agriculteurs, on ne les a pas vus ou très peu. Alors, je sais qu'un agriculteur, je ne suis pas là pour faire des leçons de morale aux agriculteurs. Simplement, je sais qu'ils ont des exploitations et le fait d'aller faire les blocages, par exemple, font qu'ils ne peuvent pas être dans leur ferme pendant une semaine, etc. Donc, c'est très pénalisant pour eux. Et je salue d'ailleurs la jeune fille, d'ailleurs qui est dans mon département, la Dordogne, qui a fait la une de l'actualité locale et même presque nationale, une jeune fille de 14 ans qui, pendant que ses parents allaient faire les blocages, s'occupait de la ferme familiale. Et contrairement à tous les gauchistes, à les bobos bien pensants de Paris qui ne savent même pas ce que c'est que du fumier, mais qui parfois en sont eux-mêmes, ce n'est pas de l'esclavagisme, ce n'est pas de l'exploitation d'enfants. Il faut arrêter de voir tout en mal et de penser qu'il y a encore Germinal aujourd'hui. Il faut arrêter de tout mélanger. Ce n'est pas parce qu'une gamine de 14 ans travaille dans la ferme qu'elle est exploitée par ses parents. Et en général, elle le fait de bon cœur et elle sait ce que c'est que la vraie vie, contrairement à ce microcosme parisien dont certains ne sont jamais sortis de Paris ou de leur arrondissement. Avis à nos ministres qui se reconnaîtront. Et donc, voilà, je voulais lui faire un clin d'œil. Mais parfois, au grand mot, les grands remèdes. Les gilets jaunes, c'est vrai que ça a emmerdé beaucoup de monde sur les ronds-points, les automobilistes, etc. Mais d'un autre côté, sans la récupération politique, ça avait le mérite d'exister. Pareil pour la crise agricole. Alors, bloquer des autoroutes, ce n'est pas forcément la meilleure solution. Moi, j'ai envie que… je dirais pourquoi il ne bloquerait pas le Sénat. Il y a un président du Sénat qui est très bon vivant, qui a 3 meilleurs ouvriers de France à son service pour lui faire les repas. Je pense que bloquer le centre des impôts, alors Rungis à la rigueur, mais des centres névralgiques qui emmerderaient affectueusement, entre guillemets, nos élites
le forum de Davos, par exemple. En Suisse, on peut bloquer, il peut y avoir des blocages de multinationales. Celui qui sait où se passe Bilderberg, qui est des chargements massifs d'agriculteurs là-bas, avec des tracteurs, ça va être beaucoup plus gênant que trois pelés et deux tondus, si je puis dire. Donc, il y a de quoi faire. Le salon de l'agriculture, on va voir comment ça va se passer samedi. Mais est-ce que tu penses vraiment qu'il va y avoir une mobilisation samedi là-dessus? Alors, une mobilisation. Donc, tu as posé beaucoup de questions. Alors, je vais prendre dans l'ordre. Le problème, c'est nos acheteurs. C'est nos acheteurs, c'est la chaîne de valeur qui est captée par l'industrie agroalimentaire. Donc, les paysans, ils devraient demander des comptes à leurs acheteurs. Leurs acheteurs, c'est les coopératives Lactalis et Bigard qui ne publient pas ces comptes. Ensuite, je vais essayer d'aller vite, je vois Georges qui arrive. SOS Mère, nous on essaye, puisque tu as parlé de l'argent liquide, on recrée avec des gens du SAMU, c'est pas moi, d'autres, on recrée des liens avec SOS Mère pour travailler à l'échelon des territoires et revenir sur du local, bio et conventionnel, local, pour valoriser nos productions. Après, tout à l'heure, on parlera du problème politique européen et international. Mais déjà, concrètement, on peut travailler avec nos collectivités. Ensuite, tu as parlé des gilets jaunes, c'est très important. Étais-tu au courant que la FNSEA a envoyé des mails, on en avait récupéré parce qu'il y a toujours des fuites, ils demandaient aux paysans de surtout pas rejoindre les gilets jaunes. Et après, dans le monde agricole, il y a toute une partie des autres agriculteurs, ceux qui ont été aux gilets jaunes, moi j'y suis allé, c'est beaucoup des gens qui étaient proches de la Confédération paysanne ou non syndiqués, pas les autres syndicats. Parce que pourquoi? Parce qu'un paysan, il ne va pas aller avec des gilets jaunes. Pourquoi il n'a pas été avec les gilets jaunes? Je vais te le dire, c'est vraiment bête. C'est la manipulation médiatique. Parce qu'il n'ira pas avec un gilet jaune, parce qu'il ne veut pas défiler à côté d'un fonctionnaire. Il ne veut pas défiler à côté d'un ouvrier du bâtiment. Il ne veut pas défiler à côté d'un instituteur. Il ne veut pas défiler à côté d'une coiffeuse. Tu vois? On a réussi à bourrer le crâne aux gens, à leur faire croire que ceux qui étaient salariés, ils étaient plus heureux qu'un paysan. C'est pas vrai. Il y a des salariés en ville qui crèvent la dalle au SMIC. C'est une connerie, ça. Oui, c'est comme disait Anne, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce pays, on ne s'en sortira jamais tant que les gens seront cons, en fait. Excusez-moi de parler comme ça, mais à un moment donné, moi, je me suis pris le chou aussi avec des gilets jaunes. Quand je leur disais, parce qu'il y avait beaucoup de LFI, la LFI qui se prétend humaniste et qui se prétend altruiste, dès qu'il s'agit de serrer la main à un membre du Rassemblement national, ils ont peur de se contaminer avec des pesticides. Quand on arrive à un niveau de médiocrité, il ne faut pas s'étonner aussi des résultats. Moi, j'ai toujours parlé avec tout le monde et je suis traité de facho matin, midi et soir, d'extrême droite complotiste et compagnie, pro-Poutine et j'en passe. Donc ces gens-là, je les emmerde affectueusement encore une fois. Voilà, et s'ils ne sont pas contents, c'est pareil, parce que les fachos sont moins fascistes que les antifas, je précise quand même, parce que les antifas, dès lors que ça va pas dans leur sens, ils font des tags, ils cassent tout, voilà, et puis ils veulent donner ils veulent imposer leurs convictions, qui sont néants d'ailleurs, ils n'ont pas de convictions, ces gens-là en général, à part tout casser et foutre le bordel, ils n'ont rien. Alors que justement, parler des idées, c'est important. Et je répète cette phrase qui me tient à cœur, les esprits brillants parlent des idées, les esprits moyens parlent des événements et les esprits médiocres parlent des gens. Et je pense qu'il faudrait sortir de la médiocrité et arrêter de parler des individus à droite à gauche, parce qu'on est tous dans le même pays, on est tous français, et on est en train de lutter contre un système qui nous détruit. Et ce n'est pas un système qui se trouve à Paris. Paris, c'est qu'un satellite en réalité de Bruxelles. Et c'est pourquoi je voulais discuter avec Georges, je ne sais pas s'il nous entend, et c'est dommage parce qu'il a des soucis techniques, donc peut-être qu'il va réussir à trouver un autre moyen pour nous rejoindre. On commence à voir apparaître. Mais voilà, justement, la question du Frexit se pose, en tout cas de la sortie de la France de l'Union européenne, parce qu'en réalité, on nous a menti, on nous a trahis, on a violé la Constitution. Enfin, quand je dis on, c'est le système. J'ai posté sur ma page Twitter, il y a un post épinglé d'un partage que j'ai fait sur la trahison historique du référendum de 2005. Oui. Il faut savoir que ce référendum, ça a été c'était le dernier qu'on a eu il y a presque 20 ans. Et d'ailleurs, le 29
le 29 mai prochain, je vais organiser une soirée spéciale anniversaire sur le référendum de 2005 et Georges Kuzmanovic y est cordialement invité. Et je voudrais justement, eh bien, de ce fait, qu'on puisse débattre de ça, parce que on ne peut, déjà depuis le Covid, on ne peut plus débattre comme avant. Donc là, on essaie de redonner un espace au débat. Ces émissions en sont, on va dire, un des miroirs en quelque sorte. Mais ce qui m'agace sérieusement, c'est de voir qu'en fait, c'est toujours une question d'ego. C'est-à-dire qu'il y a toujours une forme presque de narcissisme, que ce soit en politique, que ce soit dans le monde agricole. Et j'invite les auditeurs à s'abonner à ta chaîne Philippe est dans le pré, parce que je voudrais que tu nous reparles de ce couple que tu as mis en valeur il y a 3 jours, Sophie et Jean-François, pour que tu nous expliques aujourd'hui la réalité de ce monde agricole et de sa mentalité, parce que aussi, il faut comprendre que tout vient de là. La mentalité du monde agricole, et ce sont tes propres termes, elle est détestable. En fait, la mentalité, elle est vraiment dure. On peut changer de région et devenir un étranger au sein même de son pays, tout simplement parce que on arrive et on n'est pas issu du terroir, donc c'est comme si on venait de manger le pain du voisin, quoi. Alors, je vais répondre à tes 3 questions parce que tu as pris 3 thèmes. Je vais finir en 2 secondes sur les gilets jaunes. Les gilets jaunes, moi j'y participais, donc j'allais sur Angers, bien sûr, un peu sur Cholet, mais très peu, Angers. Le bordel a commencé, on a une revendication qu'on devrait avoir commune, comme nous les paysans, améliorer le revenu. Moi je dis au niveau français, si on pouvait augmenter le revenu médian de 1 000 € par Français, ça serait une super bonne nouvelle. Et c'est la diversité d'opinions qui fait évoluer la société et non la pensée unique. Donc ce que tu disais, les gilets jaunes, à partir du moment où les gars, je l'ai bien vu ce qui s'est passé sur les ronds-points, il y en a un, il a dit moi je vote Philippot, l'autre il a dit je vote Asselineau, le troisième il a dit moi je suis pour Le Pen, et l'autre arrivé derrière, il a dit je suis la France insoumise. À partir de là, ils se sont mis à se taper dessus. Mais on avait tout perdu. On passe à côté du sujet. Le sujet, c'est qu'il y a des gens qui crèvent en France. C'est ça le sujet. Alors oui, Philippe, excuse-moi de te couper et je m'excuse auprès des auditeurs. Cette soirée aussi, j'ai oublié de le préciser, je voudrais rendre hommage à tous les agriculteurs qui se sont suicidés, parce que tu l'as très bien dit dans tes vidéos notamment, on a 2 agriculteurs par jour qui se suicident. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a 2 agriculteurs au moins qui ont mis fin à leur jour. Et justement, juste après ton propos que tu vas continuer, je voudrais que tu nous parles de ces suicides, de ces phases de dépression, de ces burn-out, parce que j'en entends beaucoup en ce moment suite à cette crise agricole. Alors, avant de parler de Sophie et Jean-François, je te fais un pronostic, parce que tu m'as dit qu'est-ce qui va se passer au salon, les mobilisations, qu'est-ce qui va se passer? La finance est tenue par la FNSEA. Le gouvernement veut garder ce syndicat qui représente l'agroalimentaire. Il va y avoir des divisions, elles sont déjà là, parce que dans beaucoup de départements, les gars m'appellent pour refaire des sections indépendantes. Donc les gens vont recréer des mouvements indépendants, c'est des divisions qui vont se recréer. Ils vont pas forcément rejoindre les autres syndicats, les gens veulent pas forcément rejoindre les autres syndicats. Pourquoi? Parce qu'ils disent quelque part, la Confédération paysanne et la coordination rurale, il y a 30 ans qu'ils sont là. En fin de compte, ils ont eu de l'argent, ils n'ont pas obtenu de résultats. Donc, les gens n'y croient plus, un peu comme les partis politiques. Donc, ils veulent remonter un truc eux-mêmes pour être reçus au préfet du département. Et donc, le syndicat, les syndicats, pour moi, vont s'affaiblir. On va avoir de plus en plus de gens qui ne vont pas voter. Malheureusement, parce que je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. Maintenant, Sophie et Jean-François, de quoi ils sont victimes? C'est un exemple, Sophie et Jean-François, mais il y en a dans toute la France. Il faut bien que les auditeurs comprennent. Eux, ils faisaient du hors-sol. C'est quoi les hors-sol? C'est des animaux concentrés dans des bâtiments avec très peu de terre ou pas de terre. Donc eux, c'est principalement l'élevage hors-sol qui les a plombés. Ils faisaient des veaux en batterie. Là. Donc le hors-sol, c'est quoi? C'est les veaux, les lapins, les volailles, les cochons. C'est ça, les hors-sol. Bon. Les grands industriels, là, c'est les Vendry, le groupe Vendry, le hollandais. Mais c'est pareil en cochon. Qu'est-ce qui se passe? Les auditeurs vont bien comprendre. Ces gens-là, ils n'ont pas besoin des paysans. Pourquoi ils utilisent les paysans? Ils utilisent les réseaux des chambres d'agriculture et les centres de gestion pour monter des fausses études d'exploitation. Des faux projets d'exploitation. Les études sont fausses.
comme dit Sophie, ils vendent du rêve. À partir de là, pourquoi les industriels s'attachent tant à installer des agriculteurs? Parce que les gens qui sont hors sol, ils vont se prélever sur une vie, sur une carrière avec amortissement, aller de 800 à 1000 euros. 1000 euros, c'est souvent 1000 euros, autour de 1000 euros. Bon. Les charges sociales sont à notre charge, c'est à nous de cotiser pour notre retraite, et on se prélève 1000 euros. Mais avec ces 1000 euros, tu vas bien comprendre, Nicolas, on gère l'élevage hors sol du lundi au dimanche soir, 7 jours sur 7, les cochons, les canards, les veaux, ce que tu veux. Ces groupes industriels-là, ils n'ont pas besoin de nous s'ils voulaient. Ils sont assez grands, eux, pour monter des élevages. Simplement, les auditeurs vont comprendre ce que je veux dire. S'ils mettaient des salariés à gérer ces élevages-là, il faut 2 salariés équivalent 35 heures. Les semaines de congés payés, les jours de Noël, tu connais la réglementation du travail, ça leur coûterait, allez, je vais être gentil, entre 5 et 6 000 euros mensuels. Là, ils trouvent des pigeons, des paysans qui font ça pour 1000 euros. Pourquoi veux-tu qu'ils arrêtent? Il n'y a aucune raison qu'ils arrêtent. Ils vont continuer le plus longtemps possible. En plus, c'est le paysan qui fait l'emprunt. Qu'emprunte dans un bâtiment 500 000 ou 1 million d'euros sur son terrain. Le jour où ça se casse la gueule ou le jour où il a du mal, il s'aperçoit qu'il s'est fait piéger. Parce qu'au départ, on lui dit, monsieur, ça va être dur les 12-15 premières années. Vous aurez peut-être que 1000 euros, 1000, 1500. Mais après, vous verrez, ça ira mieux. Le bâtiment sera payé. En fait, il ne sera jamais payé, le bâtiment. Parce qu'en permanence, il y a des travaux à faire dedans. Ils remettent, ils changent les normes et tout. C'est eux-mêmes qui organisent ça. Donc, le gars, il est attaché toute sa vie. Alors, il y en a qui se mettent la corde au cou. Il y en a qui déposent le bilan. Mais si, comme Jean-François, ont déposé le bilan avec Sophie, ça ne résout pas le problème agricole. Parce qu'ils vont en remettre un autre dedans, le bâtiment. Le bâtiment, chez eux, il avait coûté 680 000 euros. Comme ils ont été en liquidation, la banque, en l'occurrence le Crédit Mutuel, ils vont replacer quelqu'un là-dedans à 300 000 euros, à moitié prix. Et ils vont recommencer avec un autre agriculteur. C'est la chaîne sans fin. Il faut bien que les auditeurs retiennent ça. Ils prennent des petits soldats qui s'occupent des animaux 7 jours sur 7, allez, pour autour de 1000 euros. D'accord, de prélèvement. Quand ça va bien, ça peut être 500, ça peut être 1250, mais on va prendre 1000. S'il avait 2 salariés pour gérer ça, déjà, il faudrait gérer les salariés, il faudrait gérer les remplacements, il faudrait mettre bien sûr les congés payés et tout ce qui va avec. Je te dis, ça coûterait entre 5 et 6 000 euros. Donc le calcul, ils l'ont fait, sachant que le plus rentable dans ce domaine-là, évidemment, c'est le roi du poulet en Ukraine, c'est de mettre des bâtiments dans des pays où le SMIC il est à 300 euros. Là forcément, c'est imbattable. Est-ce que tu penses justement que l'Ukraine, s'il n'y avait pas eu le conflit en Ukraine, est-ce que la situation aurait été tellement différente? S'il n'y avait pas eu le conflit en Ukraine, le conflit en Ukraine a mis l'attention sur les matières premières, donc ce qui revient au même, parce que le gaz russe, il faut le savoir, il passe par l'Inde et il revient en Allemagne, mais ça a déclenché une hausse des matières premières, une hausse de l'énergie, avec la connerie du gouvernement Bruno Le Maire, où on ne sort pas du tarif, du truc tarifaire européen pour l'électricité. Donc nous, concrètement, on était toujours autour de 32 centimes à peu près sur le prix du litre de lait de 1951 jusqu'au conflit en Ukraine. Avec la hausse des matières premières, ils ont été obligés de monter de 10 centimes. Donc en gros, on est passé de 32 à 42 centimes, idem pour la viande bovine et les autres productions. Mais ces 10 centimes qu'on a pris, en fait, ils ne sont pas pour nous, parce qu'ils servent à payer l'augmentation soit des gasoils, soit du gaz, soit de l'électricité, et puis tout a flambé. C'est-à-dire qu'un tracteur, pour te prendre un exemple, pour que les gens se comparent avec une voiture, le même tracteur, en l'espace de 2 ans, il a pris 25 000 euros. Il coûte 25 000 euros de plus. Donc, tout est bouffé dans les charges. Tout est bouffé dans les charges. 25 000 euros en 2 ans, c'est deux années de SMIC d'un coup, pour vraiment bien vulgariser pour les auditeurs. Oui, parce que quand on dit qu'il y a un problème agricole, il y a un problème agricole pour le monde agricole,
Mais toutes les structures qu'entoure le monde agricole, eux, ils ont une vie normale, hein, comme le reste de la société. Eux, ils ont leur carnet de factures, ils facturent. C'est pour la raison pour laquelle, on va parler tout à l'heure, j'espère que Georges va arriver à se connecter avec J'espère toi, aussi. mais de toute façon, sans retoiletter le système, on ne pourra rien faire. On est dans des filières, lait, viande, canard. Une filière, c'est une addition de valeur ajoutée. Si on ne repose pas à plat le modèle et qu'on ne redéfinit pas la chaîne de valeur et que les premiers maillons, les Lactalis, les Bigard, les LDC qui viennent dans la ferme, ils font 30 à 53% de marge, Nicolas, s'ils prennent 50% de marge, comment veux-tu résoudre le problème? Il y a un camembert, ils mangent déjà la moitié du camembert à eux tout seuls. Donc, c'est pas possible. On ne peut pas résoudre des problèmes comme ça. Bah, déjà, la problématique, tu me parlais du crédit mutuel tout à l'heure. Je me souviens qu'un ancien syndicaliste bien connu travaille maintenant pour le crédit mutuel. J'ai plus son nom en tête, mais voilà. Que le président de la FNSEA est en fait un imposteur en quelque sorte parce qu'il se prétend paysan, mais il a des entreprises, il est richissime, etc. Donc il ne représente pas du tout le monde agricole tel qu'il devrait être, enfin tel qu'il devrait être lui en tout cas. Il serait plus proche d'un ministre de l'Agriculture comme notre ministre actuel qui, en sortant de l'Assemblée, dit t'as vu, hein, j'ai bien parlé des pesticides, hein, attention, hein, je t'ai pas oublié, toi, le lobby, etc. Parce que c'est ça, en fait, la réalité. Et justement, comment dire, avec Jean Lassalle, demain soir sur TV Liberté, on va en parler dans Bistro Liberté, parce qu'on va parler notamment du poids des lobbies de Davos aussi, parce qu'il faut aussi prendre en considération cela. Ce problème-là n'est pas uniquement franco-français, entre guillemets, puisque le mouvement s'était répandu en Hollande, en Belgique, en Allemagne, etc., qu'on a également quand même un directeur de l'OMS qui a quand même un passif, et c'est pour ça que j'invite les auditeurs, merci d'ailleurs d'être là, vous êtes plus de 210 en direct avec nous, faites toujours vos propres recherches aussi. N'écoutez pas seulement un son de cloche, écoutez plusieurs sons de cloche, regardez différents types de médias. Moi, j'essaye de regarder des médias plutôt de droite, de gauche, enfin, voilà, indépendants, mais qui sont toujours orientés. Hein. TV Liberté, c'est plutôt de droite, faut pas se mentir. Blast, c'est plutôt d'extrême gauche, pure politique, etc. Pareil. Mais c'est bien parce qu'on a plusieurs, sons. Et comme ça, on peut se faire une synthèse et agir avec son propre esprit critique. Et chacun dit des choses sensées en général. Et donc, le but, c'est vraiment de regarder le plan, cet agenda 2030, où le but, c'est de faire de la viande de synthèse. J'entendais parler de la viande cellulaire. Quand on sait que Bill Gates possède la moitié des États-Unis en matière de terres agricoles, qu'est-ce qu'un mec qui a inventé des virus et les antivirus a comme intérêt à déjà avoir participé à la campagne d'injection mondiale sur le Covid, à avoir des actions à l'OMS en majorité. Donc l'OMS, en gros, appartient à Bill Gates en majorité. Il possède une grande partie des médias occidentaux également. Donc on s'étonne que la propagande soit dans un seul sens. Il ne faut pas s'étonner aussi. Que là, maintenant, c'est sur la question du carbone, que c'est sur la question de l'alimentaire. Le but, en fait, c'est de détruire le monde agricole pour que seuls les industriels aient le pouvoir. Et ça, Philippe, je vais te laisser poursuivre là-dessus. Et surtout, on a la farine d'insectes, on a ce plan-là. Donc, quand vous voulez savoir à quelle sauce on va être mangé, si je puis dire, bah vous regardez Davos, vous regardez les thèmes. Et en ce moment, c'est l'intelligence artificielle, c'est le transhumanisme, c'est le puçage, c'est la fin de l'argent liquide. On en parlait tout à l'heure. Et c'est pas du complotisme, parce qu'en fait, ils ne se cachent plus. Ils nous disent voilà, en gros, voilà comment vous allez être mangé. Et si vous résistez, eh bien, vous disparaîtrez. Voilà. Je te laisse prendre le relais. Alors, pour que les auditeurs, parce que moi, quand on est habitué, on a tendance à parler vite, pour que les auditeurs comprennent bien, en fait, ce modèle agricole, pas français, hein, européen, même mondial, hein, il a été mis en place par les multinationales. Et c'est la libre circulation des biens, des hommes, des marchandises, des capitaux qu'on réussit à faire ça. Si je reviens sur la France, nos multinationales de la FNSEA, qui sont à travers le monde, une d'entre elles est rendue au sommet de Davos, tu as parlé de Davos. En fait, le schéma, il a été monté
avec principalement le Crédit Agricole, mais il y a un peu de Crédit Mutuel. Crédit Agricole, Crédit Mutuel, la BPI, donc Bruno Le Maire, la Banque publique d'investissement, a mis de l'argent dans toutes ces multinationales, y compris farine d'insectes, viande cellulaire et tout ça, hein, Nicolas. Et après, dans ces multinationales, on retrouve dans les points stratégiques KKR, qui est Kronberg, Kravitz, Roberts, qui sont surnommés les barbares de Wall Street, qui travaillent avec BlackRock, c'est eux, avec BlackRock, pour te prendre une image, qui financent l'industrie pétrolière aux Émirats Arabes Unis. Donc, ces bras-là, pas BlackRock directement, BlackRock arrive dans certaines sociétés, à toute petite dose. Par contre, KKR travaille directement avec les multinationales de la FNSEA. Je peux vous en donner une, le groupe Invivo, par exemple, qui est rendu au sommet de Davos, travaille dans les financements avec KKR, il faut le dire, avec Bruno Le Maire, puisque la Banque publique d'investissement, c'est nous, c'est l'État. Donc, quand il dit Bruno Le Maire, faites attention, je vais sortir le fouet, je vais taper les multinationales ou la grande distribution si ils sont pas gentils et qu'ils respectent pas les paysans, il nous prend pour des idiots. Il prend les gens pour des idiots. C'est eux qui l'ont organisé, cet appauvrissement-là. C'est eux qui l'ont organisé. Et ils font croire aux consommateurs qui seraient victimes et ils vont mendier à Bigard, ils vont mendier à Lactalis en disant essayez de faire un effort. C'est eux qui l'ont organisé. C'est une plaisanterie. Et c'est justement, comme disait Einstein, ce n'est pas ceux qui ont créé les problèmes qui vont les résoudre. En général, ça va pas dans ce sens-là. Alors, beaucoup en commentaire, et bon, je regrette que Georges n'ait pas pu se connecter, Monsieur Kuzmanovic, mais j'espère qu'il pourra nous rejoindre quand même. Sinon, je ferai une émission à part avec lui de toute manière, s'il souhaite toujours d'ailleurs. Parce que justement, je vois que l'union est très complexe. En commentaire, beaucoup parlent de division, pas seulement au sein des agriculteurs. Chacun voit midi à sa porte ou prêche pour sa paroisse. Moi, ce que je déplore à titre personnel en tant que citoyen, c'est que, en fait, il y a plusieurs manières de voir les choses. Certains nous disent oui, mais ce n'est pas derrière votre écran que vous allez changer les choses. Ok, on sort dans la rue. Certains disent ce n'est pas dans la rue que vous allez changer les choses. Ok, donc on fait quoi? Payer en argent liquide, boycotter les grandes surfaces, les industriels, etc., Amazon et compagnie. Ok. Et puis après, on fait quoi? Oui, mais voilà, c'est sans fin. Et le problème, c'est que à force de mettre comment dire, je crois que c'est Tolstoï qui disait avant de vouloir changer les choses, faut déjà changer soi-même. Le problème, c'est que beaucoup ne veulent pas changer eux-mêmes parce que l'introspection est difficile. Donc forcément, on attend toujours des gens qu'ils bougent, mais si on ne commence pas à faire un pas, moi je me suis rendu compte plus d'une fois, en tant que gilet jaune, en tant qu'ancien manifestant anti-pass, quand il a fallu prendre la parole dans ma commune, on était 400 à manifester et je n'ai pas vu les agriculteurs, je n'ai pas vu les syndicats, je n'ai pas vu les routiers, je n'ai pas vu beaucoup de corporations qui se sont soumis au pass sanitaire, qui se sont soumis au pass vaccinal. Et je ne suis pas là pour être rancunier, mais je fais un constat parce que par contre, j'ai une mémoire. Et ma mémoire, elle est un peu comme Internet, elle n'oublie pas. Autrement dit, voilà, je le dis parce que souvent, j'ai des gens qui me font des leçons de morale de résistance. Moi, je leur dis, écoutez, quand vous aurez fait la moitié de ce que j'ai fait sur le terrain aussi, je me suis confronté à des gens qui sont l'antithèse de mes idées politiques, mais moi, j'étais présent sur le terrain. Donc, le fasciste qui, soi-disant, incite à la haine, il a parlé avec tout le monde. Donc, où est le fascisme dans ces cas-là? Donc, il faut aussi rappeler les choses. C'est qu'on a fait une campagne présidentielle en 2022 qui a été faite où des gens étaient suspendus et ça n'a pas empêché les gens de se déplacer pour aller voter. Donc, il faut quand même rappeler qu'on a fait une campagne présidentielle quand une partie de la population était discriminée sur son état de santé. Et comment dire, là, ça n'a dérangé personne, même si les élections, moi, mon intime conviction, c'est qu'elles ont été fraudées et on a des preuves visuelles en direct sur France 2, etc. Ça a été fait dans des conditions totalement abjectes. Et ça devra aussi revenir dans les mois à venir parce qu'aujourd'hui, les gens ne se déplacent plus, tu le disais tout à l'heure,
Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus confiance du tout. Ils savent très bien que de toute manière, il y a Dominion, il y a McKinsey qui gère tout cela, que c'est pourri de l'intérieur. Donc aujourd'hui, on en est à ce stade où finalement, on se dit, moi j'en suis presque réduit à ce stade-là en me disant, je vais voter en sachant que c'est fraudé, mais je vais voter pour le moins pire parce que bon, bah, au moins je me déplace. Mais c'est vrai qu'on est dans un problème de conscience et je vais essayer d'organiser des émissions avant les européennes pour justement mettre ça sur la table parce qu'on est à un carrefour par rapport à tout cela. Et le salon de l'agriculture dont on parle depuis tout à l'heure, c'est aussi un petit peu une étape avant les Jeux Olympiques. Parce que là, on est en période de grève. J'ai appris que la SNCF était en grève, que dans certains lieux touristiques, c'est pareil. Et moi qui bosse dans un musée encore, je l'ai constaté par rapport à d'autres musées. En fait, la France entière est en grève, mais qu'est-ce qu'elle attend pour aller plus loin en réalité? Parce que la grève, c'est qu'une étape. On est un pays qui est champion du monde. S'il fallait faire des JO là-dessus, en matière de manif, de grève, de rallye, on est champion. Mais quand il s'agit de bouger son cul réellement, il n'y a plus personne. De s'unir, agriculteurs, gilets jaunes, raffineurs, routiers, fonctionnaires, etc. Quand tous ensemble, le même jour, dans le pays, tout est bloqué, là, ça peut changer quelque chose. En 95, c'est ce qui s'est passé. On s'est rendu compte que 30 ans après, eh bien, même avec 15 millions de personnes dans la rue, admettons, le pouvoir ne bouge pas. Parce qu'on sait très bien que Macron, lui, ce qu'il vit, c'est la présidence de l'Union européenne. Il s'en branle de la France, il s'en fout. Je suis désolé de parler comme ça, mais parce que les gens ne comprennent pas qu'en fait, ils sont les dindons de la farce depuis le départ. Parce que le pays peut s'embraser, il est toujours parti à l'étranger. Donc, de toute manière, c'est de la lâcheté, c'est de la trahison, et c'est de la haute trahison. Donc, nous, en bas, en tant que citoyens, agriculteurs, gilets jaunes et autres, toi déjà, Philippe, est-ce que tu as eu des jeunes récemment, par exemple, qui t'ont dit qu'est-ce que nous on peut faire? Parce que tu parles souvent des jeunes agriculteurs dans tes vidéos. Donc, je voudrais qu'on leur rende hommage ce soir. Qu'est-ce que les jeunes te disent? Parce que eux aussi, c'est leur avenir qui est en jeu. Eh ben, justement, quand on dit qu'on peut rien faire, je dis pas que c'est pas compliqué, hein, mais Coluche l'avait bien dit, il suffit d'arrêter d'en acheter pour plus qu'ils en vendent. Et le grand malheur, c'est, on t'a parlé tout à l'heure d'élections, que ce soit européenne ou présidentielle, les médias sont verrouillés, on le sait très bien. Les gens qui n'ont pas de moyens ou les gens qui ont des voix divergentes de la pensée unique, ils sont traités de populistes, de tout ce qu'on veut. Et les financiers, comme ils ont la main sur les médias, eh ben, ils créent un climat chaque jour pour orienter les populations. Hein, ils font intervenir des intervenants sur les plateaux qui sont orientés et qu'orientent la population vers des styles soit de consommation, soit de manière de vivre, etc., etc. Et je l'ai vu encore ce matin, j'ai entendu le patron de Lidl qui a dit que le litre de lait, pour rémunérer les paysans, il fallait qu'il soit de 47 centimes. Je ne sais pas qui lui a donné, enfin si, je sais qui lui a donné ce chiffre-là. Il entend ça des syndicalistes, mais ce n'est pas 47 centimes. Il est là le problème, c'est que les gens qui nous représentent sont des collabos. Donc à partir du moment que c'est verrouillé, que les gens qui sont invités sur les plateaux sont des gens qui font partie du système. Et pourquoi ils ne vont pas déroger du système? C'est pas très compliqué. Hein. C'est que s'ils dérogent de la pensée unique, ils perdent leur place. C'est un autre qui prend la place, qui va dire la même chose, ils perdent leur place. Tout simplement. Donc chacun tient à sa place. C'est le problème des journalistes. Moi j'en ai plein de journalistes qui me contactent, je ne donnerai pas les noms, ils vont perdre leur place. Ils m'ont dit on t'invite très bien, mais si tu dis ce que tu as à dire, nous on va se faire secouer par le rédacteur en chef. On va perdre notre place. Donc, et pourtant, on parle de la France. Alors, quand on donne des leçons dans le monde, on dit qu'on est un État démocratique, bah, ça me fait doucement rigoler. Hein. Ça me fait doucement rigoler. Hein. Alors, c'est intéressant ce que tu dis là. Alors, j'en profite pour te dire et pour dire aux auditeurs que Jérôme Battré s'excuse. Il ne pourra pas être parmi nous parce qu'il n'a pas de réseau Internet chez lui. Donc, voilà, et il s'en excuse. Bon, c'était un agriculteur gilet jaune, donc tu pourras nous faire sa présentation juste après parce que c'était toi qui m'avais proposé de l'accueillir et c'était avec plaisir. Simplement aussi pour rappeler qu'on est en 2024 et que
on nous ennuie, pour être poli, avec la 5G matin, midi et soir, et qu'on arrive encore à ne pas avoir de réseau dans la plupart du pays. C'est quand même assez exceptionnel. Alors, on nous parle de transhumanisme, intelligence artificielle, etc. Mais quand il s'agit d'avoir du réseau Internet simple, on a des milliers de zones blanches dans le pays. Voilà, moi, ça m'insurge. Donc, je voulais faire cette parenthèse. Ensuite… Tiens, tu permets juste, Nicolas, vas-y, excuse-moi 2 secondes là-dessus. Non, vas-y, c'est toi. Là. Regarde, les élus, un exemple pour les auditeurs, les élus de ce pays, qui gouvernent ce pays, on a des opérateurs, SFR, Bouygues, Orange. On est d'accord pour les téléphones. Là, tu viens de parler connexion visio. Mais nos opérateurs, quand on sait qu'en France, il y a des endroits où il n'y a pas de connexion, mais attention, les gens payent le même prix. Quand tu as un abonnement, côté connexion ou pas connexion, à ma connaissance, tu as vu quelqu'un recevoir un courrier en disant « Monsieur, vous avez une mauvaise connexion, on vous rembourse ?» Jamais. Est-ce qu'il y a un politique qui a mis les pieds dans le plat? Personne. Tu as parlé de différentes multinationales et je crois que c'est Bruno, un de nos auditeurs, et je le salue, qui voulait que tu parles de Lactalis. Pourrais-tu refaire un débrief sur Lactalis et ensuite nous présenter Jérôme qui n'a pas pu venir ce soir? Lactalis, c'est une multinationale qui est dans beaucoup de pays du monde. Ils sont au Canada, ils sont dans les pays de l'Est et tout. C'est une entreprise qui est démarrée, M. Emmanuel Beignet, dans la Mayenne, qui a des liens avec la famille Pompidou. Ils doivent être de famille avec les Pompidou du côté de la femme d'Emmanuel Beignet. Il y a un lien de parenté. Et donc, c'est des gens qui étaient des précurseurs en lait, qui ont certes bien travaillé et qui ont créé un empire. Mais alors, ce qui est plus difficile à comprendre, c'est que eux, ils ont développé des grandes marques de fromage, Camembert Président, ils ont l'appellation Roquefort et tout. Ils arrivent à avoir des valorisations qui se baladent, on va dire, sortie laiterie de 1,50 € à 1,65 €. Les coopératives sont un peu en dessous, on a plutôt du 1,30 €, 1,40 €. Mais là, ça va vous interpeller ce que je vais vous dire. De 1951 jusqu'à la guerre en Ukraine, on était payé le même prix, à 1 centime d'euro près. C'est-à-dire que les coopératives qui valorisaient moins bien, parce qu'ils avaient fait d'autres choix stratégiques, ils avaient moins monté en gamme dans les marques de fromage, de yaourt et tout ça, il allait plus sur l'exportation bord poudre vers les pays africains et autres, parce qu'il y avait des subventions d'État à l'époque, et les coopératives se sont un peu assis sur les subventions d'État pour faire du bord poudre qui valorisait moins bien, plutôt que de monter en gamme avec des fromages. Et Lactalis, eux, ils ont monté en gamme. Mais Lactalis, en montant en gamme, en vendant des Porsche, Sodial, les autres coopératives laitières, elles vendaient des Renault. Les Renault étaient vendus au même prix que les Porsche. C'est-à-dire que le paysan, lui, il était payé le même prix. Donc, il faut chercher l'erreur. Alors, l'erreur, on l'a. Il fait partie des plus grandes fortunes de France, lui. Une Porsche au prix de Renault, je prends, moi. Lui, il s'est aligné sur le prix bas, sur le prix que les coopératives peuvent payer. Puis lui, le reste, il a engrangé. Donc, il a monté des multinationales à travers le monde. Mais Lactalis est un acteur, certes, qui profite des paysans, mais ce n'est pas le seul, parce que les coopératives n'ont pas fait mieux. Alors donc, ça, c'est des oligopoles qu'on a laissé monter, nos hommes politiques ont laissé monter des oligopoles, et c'est bien que des auditeurs posent la question, parce que je vais vous renvoyer une question. Vous remarquerez, remonter dans les retransmissions télévisuelles qui ont été faites à chaque élection présidentielle, démarrées après De Gaulle. Avec De Gaulle, je pense que je ne peux pas vous certifier ce que je vais vous annoncer là. Mais à partir de Pompidou, c'est sûr. Quand vous recherchez des images d'histoire de soir d'élection présidentielle ou les jours d'après l'élection présidentielle, les gens qui sont au dîner le soir, le Fouquet, enfin tout ça, ou les gens qui sont invités dans les jours d'après l'élection, eh bien vous remarquerez bien, c'est les industriels qui sont autour de la table quand le président de la République est élu, peu importe, c'est les industriels. Vous verrez jamais le mécanicien de votre village ni la coiffeuse.
Ouais. C'est Alors les oui, grands industriels qui sont les premiers rendus autour. c'est Remarquez bien ça. Moi, j'ai retrouvé des images d'histoire de Valéry Giscard d'Estaing. Vous regardez sur les photos. Vous voyez le président de Peugeot, vous voyez les industriels autour de la table. C'est pas pour rien. Alors, c'est intéressant ce que tu dis. Je voudrais rebondir 2 minutes parce que je crois que c'était Bigard qui avait dit que quand Macron avait été élu au Louvre, là, quand il a fait son allocution, la première personne qu'il a remerciée, c'était le président de Pfizer. En tout cas, c'était un dirigeant de Pfizer. Sarkozy, on a eu Bolloré, le yacht. Ensuite, Hollande, bon, mon ennemi, c'est la finance. On a vu le résultat par la suite. Et c'est vrai qu'on est toujours dans ce côté-là un petit peu bling-bling. Alors, ça me fait penser, encore une fois, je salue Étienne Chouard parce que moi, j'ai découvert Étienne dans l'émission Ce soir ou jamais de Tadei avec sa fameuse phrase sur le fait que de toute manière, les riches étaient très contents de ce qui se passait puisque tout leur rapportait. Quand les banques, etc., financent les campagnes électorales, eh bien, ça résume parfaitement ce que tu viens de dire. Voilà. Alors, maintenant, je voudrais qu'on passe à un versant un peu plus politique parce que malheureusement, M. Kuzmanovic ne peut pas être avec nous, il a des soucis techniques. Finalement, on va finir en tête à tête comme on a commencé cette émission. Il faudrait renvoyer un lien. Voilà. Mais voilà, essayez de lui renvoyer un lien, sinon on se débrouillera autrement une prochaine fois. Déjà, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre République Souveraine? Comment tu connais ce parti politique et selon toi, enfin déjà, quel rôle as-tu dans ce parti exactement? Et quels sont quel est le programme en matière d'agriculture, par exemple, que propose Kuzmanovic? Moi, je les ai connus comme je faisais à chaque étape au niveau des associations. Souvent, je rencontrais les hommes politiques, je l'ai fait avec Sarkozy, j'allais les écouter au meeting et tout, je ne sais pas la première fois que je fais ça. Et là, avant l'élection 2022, je les ai tous rencontrés, même ceux qui n'ont pas eu leur parrainage, comme Georges Kuzmanovic ou comme Philippot, Asselineau, etc. Et là, j'ai vu que derrière, il y avait des vraies valeurs humaines, que le souverainisme avait des vraies valeurs qui correspondaient aux miennes, la primauté du politique sur l'économique, le fait de ne pas donner un mandat à des gens non élus comme Ursula von der Leyen et de revenir sur la souveraineté des États. Et au niveau agricole, moi je suis responsable agricole chez République Souveraine, au niveau agricole c'est très concret, les gens connaissent sûrement pas, mais ça existe, c'est la coopération entre les États, et ça avait, un travail remarquable avait été fait en 1947, c'est la charte de La Havane. C'est 53 pays qui s'étaient rassemblés à Cuba, c'est pour ça que ça s'appelle la charte de La Havane, parce qu'ils s'étaient réunis là-bas en 1947, et c'était un modèle de coopération entre les États, c'était pas un modèle de libre-échange, avec l'équilibre de la balance des paiements, et ça répondait de ne pas aller ni dans le modèle soviétique, ni dans le modèle néolibéral dans lequel on est, ou le modèle néolibéral de la Commission européenne. Donc c'est un modèle entre deux qui respecte les États membres, qui est la souveraineté des États et des échanges réciproques. Et après, il y a un mécanisme pour l'équilibre de la balance des paiements pour pas affaiblir certaines populations, enrichir des pays et appauvrir les autres. Un exemple clair, par exemple, ça existe, mais c'est pas officiel. Par exemple, les Indiens, quand ils nous achètent des Rafales, ils exigent qu'une partie de l'appareil soit construite en Inde de façon à faire travailler leur industrie et faire travailler leurs emplois. La charte de La Havane, c'est ça. Chacun garde sa licence, mais il y a une coopération. Alors, forcément, la charte de La Havane, ça enlève la spéculation. Là, il n'y a pas de place pour les spéculateurs. C'est pour ça qu'elle n'a pas vu le jour, parce que le Congrès américain, avec les Anglais, ils l'ont dégagée en 1948 et ils n'ont jamais voulu la ratifier. Est-ce que la charte de La Havane, tu m'arrêtes si je me trompe, c'est un petit peu une forme de charte de Munich, mais version agricole? Oui, tout à fait. C'est la primauté du politique sur l'économique, c'est-à-dire que chaque État est souverain, chaque État respecte son code du travail, ses coûts de production, on fait des échanges, mais pas au moins 10 ans social et au moins 10 ans environnemental.
Est-ce que tu pourrais me donner une définition du souverainisme? Ben, le souverainiste, justement, c'est protéger les intérêts de son État, de sa population, de respecter les populations en termes de santé, sécurité civile, alimentation, gestion de l'environnement. Et justement, pourquoi ça ne fonctionne pas et qu'il y a un appauvrissement de la France, hein, eh ben, on peut l'expliquer, pas que de la France, hein, des autres pays, c'est qu'en plus, nous, on a la double peine. Parce qu'en plus d'être dans un marché ouvert, la libre circulation des biens, des hommes, des marchandises et des capitaux, on met les gens en compétition au moins-disant social et environnemental. Et en plus, on a un deuxième boulet, une erreur qui a été faite par nos dirigeants, c'est qu'on a fait une monnaie commune qui s'appelle l'euro. Et depuis qu'on a l'euro, une monnaie commune peut fonctionner si les économies sont à peu près de taille équivalente. Mais quand il y a des différences économiques de production, de productivité des pays, de richesse entre la Grèce, l'Allemagne, l'Italie, la France, avant, quand on avait notre monnaie, tous les pays dans le monde, ils ont leur monnaie. Ça sert à quoi d'avoir sa monnaie? Eh bien, ça sert à rééquilibrer les différences entre les potentiels économiques des pays par les dévaluations ou les révaluations. Quand les Allemands avaient leur monnaie, le Deutschmark, la monnaie allemande était révaluée et les autres étaient dévaluées. Quand on ne peut plus faire de dévaluation externe, on fait une dévaluation interne. C'est quoi la dévaluation interne? La dévaluation interne, on arrête d'augmenter les salaires ou on baisse les salaires, on baisse les prestations sociales en France, parce que pour comprimer, comme on ne peut plus comprimer par rapport à la monnaie, eh ben on est obligé de comprimer les salaires, donc appauvrir le pays, parce que la monnaie servait de régulateur. Là, on n'a plus de régulateur. On est confronté à une économie mondialisée avec une monnaie qui est surévaluée par rapport à notre économie. L'euro a bénéficié à l'Allemagne, il ne faut pas se cacher. Évidemment, Emmanuel Todd le dit, Jacques Sapir le dit, beaucoup d'économistes le disent. C'est d'ailleurs très révélateur parce que je me rappelle quand on est passé à l'euro, 1 euro égale 2 Deutschmark, 1 euro égale 6 francs 55 957. Donc débrouille-toi pour calculer tout ça. Et moi, ce qui me sidère à chaque fois, c'est que les gens me disent aujourd'hui, oh ben moi je compte plus en francs depuis longtemps, mais je compte toujours en francs. Donc quand je prends mon gasoil et qu'il a à 2 euros et que je me dis qu'il coûte 15 francs, en tout cas, qu'il s'en approche, et qu'il y a 25 ans, j'étais encore minot, à 7-8 ans, et qu'on me disait, tu verras, Nicolas, un jour, s'il arrive à 10 francs, tu vas voir, les gens vont sortir dans la rue, ça va être la révolution. Ça s'appelait les Gilets jaunes et on a vu ce que ça a donné. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, dans le pays, il y a cette problématique. Et bien sûr, je suis tous les commentaires, je regarde. Un grand merci d'être aussi nombreux. Vous êtes plus de 220 en direct. Partagez cette vidéo. Cliquez sur le pouce, abonnez-vous à la chaîne de Philippe qui a bien bondi depuis la dernière fois puisque tu as fait quelques médias. Alors, tu n'as pas été aussi visible médiatiquement que d'autres agriculteurs médiatiques, dont un dont on a parlé tout à l'heure, mais tu ne cherches pas le buzz, tu ne cherches pas… Voilà, tu n'es pas dans une forme de narcissisme. Toi, tu fais ton travail. Si on te contacte, tu y vas, mais tu n'as pas de temps à passer sur les réseaux sociaux au quotidien. Tu essayes d'être pragmatique. Et la chaîne YouTube que tu as, Philippe est dans le pré, je l'ai mis en commentaire. Est-ce qu'on peut d'ailleurs te joindre par mail? Est-ce que certains, s'ils veulent… Voilà, donc je mettrai ton mail aussi en lien de la description. Comme ça, vous pourrez… Oui, tu peux mettre mon mail. Voilà, vous pourrez directement écrire de ma part, à la rigueur, à Philippe. Sachant que si je t'ai posé la question du souverainisme, c'est parce qu'on va être tout à fait franc et transparent. Donc, je regrette encore une fois que M. Kuzmanovic n'ait pas pu être là. Donc, j'essaierai de faire une émission à part avec lui. Mais qu'est-ce que tu penses du Frexit, toi? Alors, le Frexit, c'est une option institutionnelle pour sortir de l'Union européenne. Une fois qu'on a dit ça, c'est une option qui est tout à fait réalisable. Une fois qu'on a dit ça, il faut le préparer. Pour sortir de l'Union européenne et sortir de l'euro, faut, à mon avis, avoir un groupe de pays, parce que la France, c'est pas, on n'a pas la puissance de la City. Nous, la France, c'est pas le dollar ou la livre anglaise. Il faut le préparer avec un groupe de pays. Et ensuite, derrière, mais c'est tout à fait une option réalisable,
Et ensuite, derrière, il faut… donc, on garde notre monnaie, ensuite, on revient à notre monnaie. Ça veut dire qu'on peut la rééquilibrer sur les achats de pétrole et tout. On peut dévaluer. Donc là, on va moins faire souffrir la population. Et après, pour les échanges internationaux, on peut mettre une monnaie commune, c'est pas forcément une bonne idée, parce que le dollar qui a été la monnaie de référence, il suffit de se rappeler ce qu'avait dit Richard Nixon. Le dollar, c'est notre monnaie, c'est votre problème. Le fait d'adosser tout au dollar, de payer le pétrole en dollars, de tout payer en dollars, ça fait marcher la planche à billets, ça fait tourner la Fed et ça fait le résultat qu'on donne où le dollar est victime lui-même. Ça vaut plus rien dire maintenant, les dollars. Il imprime. Et avec l'euro, on a le même problème. Donc, et les BRICS l'ont bien compris. C'est pour ça qu'aujourd'hui, refaire une monnaie au niveau des BRICS pour l'adosser au yuan, automatiquement, ça sera les Chinois qui seront pris comme référence, puisque je rappelle que la Chine, c'est la première puissance mondiale en PIB, en pondéré du pouvoir d'achat, Ils sont passés devant les États-Unis. Donc l'idée de faire une monnaie commune, ça a des inconvénients. Mais ce qui pourrait se faire, si la décision est prise institutionnelle Frexit de sortir de l'euro, on reprend notre monnaie au niveau national, et pour les échanges internationaux, on peut décider d'un panier de matières premières, qu'on définit avec une valeur stable à échelon 5-10 ans pour pas qu'il y ait de spéculation, et les échanges internationaux se rééquilibrent avec des matières premières. Ça évite la spéculation et ça évite de s'adosser à une monnaie. Parce que si on s'adosse à une monnaie, les BRICS, c'est pour ça qu'ils veulent pas le faire, si on s'adosse à une monnaie, on va retomber dans les travers du dollar, parce qu'en dernier ressort, les gens qui spéculent et les gens qui vont vouloir placer de l'argent, là aujourd'hui ils s'adossaient au dollar, si demain les BRICS ils s'adossent au yuan, les gens ils vont acheter des yuan, mais ils vont pas acheter les autres monnaies. Donc on va recréer le phénomène de la banque centrale avec la planche à billets, avec le quantitative easing. On va retomber dans ces travers-là. Donc pour les échanges internationaux, on pourrait très bien avoir un panier de matières premières. Alors après, le top du top, c'est de converger vers ce que j'ai dit, la coopération entre les États pour éviter la spéculation. Faire des échanges, mais sur la base de la coopération et non du moins-disant social. Alors, dans République souveraine, quel est le programme concernant l'agriculture? Parce que, est-ce que M. Kuzmanovic souhaite un Frexit? D'après ce que j'ai compris, il ne le souhaite pas, puisque chez le camarade Greg Tabibian, qui l'a interviewé il y a quelques temps, il lui a posé la question et il lui a dit « Je ne suis pas favorable au Brexit, au Frexit, à la sortie de la France de l'Union européenne », sachant que Dupont-Aignan parle d'un Bruxit. Alors c'est une nouveauté, sortir de Bruxelles. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'on a une nupécisation des souverainistes. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de voir, comme la NUPES au moment des élections, ils se sont réunis pour les élections, ils ont eu leur place, ils ont eu leur siège, ils ont eu leurs sous, et maintenant ils sont sclérosés. L'union des souverainistes, des gens qui sont partisans de la sortie de la France de l'Union européenne, elle ne se fait pas. Pour diverses raisons. À titre personnel, je pense que c'est une question d'ego essentiellement, mais pas que. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, est-ce qu'il est possible, et c'est pour ça que je voulais parler à M. Kuzmanovic, parce que je voulais lui dire, est-ce que finalement, il n'y aurait pas une possibilité de jouer d'intelligence et de bon sens à faire une liste commune, un peu comme le CNR, le Conseil national de la résistance, à faire une liste avec ce qu'on appellerait les souverainistes de gauche, les souverainistes de droite, ceux qui veulent en fait que la France redevienne indépendante. Et comme j'ai regardé un petit peu le site de République souveraine juste avant l'émission, et il est écrit que c'est avec De Gaulle et Jaurès. Avec De Gaulle et Jaurès, pour moi, c'est une synthèse du CNR, sachant que Jaurès disait que quand on ne voulait pas changer les choses, on change les mots. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on puisse aussi changer les choses. Et toi, qu'est-ce que tu proposes pour changer les choses, justement ? Alors, tu reposeras la question à Georges quand il viendra. Le Frexit, République souveraine n'est pas contre le Frexit, c'est une option. Simplement, une fois qu'on a dit ça, faut le préparer, parce que le jour où on a fait le Frexit, faut le préparer derrière, l'organiser.
Parce que si c'est pour faire le Frexit, pour rester dans les traités de libre-échange, les Anglais l'ont fait le Frexit. Les agriculteurs anglais ne sont pas en meilleure forme depuis qu'ils ont fait le Frexit, parce qu'ils sont restés sur la base du commerce, du libre-échange. En langage clair, si demain on sortir de l'Union européenne, mais qu'on reste sur le modèle du commerce international tel qu'il est, on sera avec nos francs, en franco-français, mais le modèle d'échange international restera le même. La théorie de Ricardo des coûts comparatifs. Donc, certes, on n'aura pas, on dira merde sur la von der Leyen, mais en termes économiques purs et durs, sur nos économies, sur nos emplois, ça ne créera pas plus de marge de manœuvre. C'est le modèle économique qu'il faut revoir. C'est un Frexit plus la révision du modèle économique. Le Frexit tout seul ne résoudra pas tout. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Non, mais c'est intéressant parce que justement, c'est la question que je me posais également. Alors, le Frexit tout court, non, parce que moi c'est pareil, hein, je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que c'est bien de proposer la sortie de l'Union européenne, mais il faut avoir un projet qui tient la route derrière. Le problème, c'est que les gens sont tellement habitués à avoir le cerveau lavé en disant regardez, déjà, il y a une campagne de propagande immense pour les Européennes en disant, voyez, le Brexit, ça n'a pas fonctionné, etc. Des mensonges aussi gros que les personnes qui les profèrent, alors que le Brexit n'a pas provoqué pire. Et au contraire, et en plus, les Anglais avaient un pied dedans, un pied dehors, parce qu'ils n'ont pas eu l'euro, ils avaient la livre sterling. Voilà. Est-ce qu'on était… Alors, justement, ma question, je vais la poser différemment. Est-ce qu'avant l'entrée dans l'euro, et même, j'allais dire, l'entrée dans l'Union européenne, est-ce que la France était en moins bon état qu'aujourd'hui? Non, elle était en meilleur état qu'aujourd'hui. L'accélération du libre-échange, de la mondialisation et l'entrée dans l'euro et le fait qu'on est privé d'une partie de nos décisions qui sont prises à Bruxelles et que on pouvait pas faire un groupe de pays comme ça avec des niveaux économiques différents. Ça nous a… Alors disons que l'euro, l'Union européenne, c'est comme la mondialisation, ça profite au quart supérieur et aux gens qui font du commerce, qui font du business. Mais ça appauvrit les paysans, bien sûr, mais pas que les paysans, ça appauvrit les masses salariales. Parce que ça consiste à la mutualisation des prix et des salaires. Ça tire vers le bas. Automatiquement, ça tire vers le bas. Alors, ça tire vers le haut ceux qui ont des nouvelles start-up, ceux qui vont émerger des nouveaux modèles de véhicules, de la robotique, les premiers qui vont trouver des nouveaux concepts pour développer les robots. Ceux-là, ça va les tirer vers le haut. Mais le reste, la femme de ménage, la caissière chez Super U, le paysan, tout ça, ça va les tirer vers le bas parce qu'on mutualise sur un territoire européen et donc, du coup, c'est l'histoire du plombier polonais. On revient à l'histoire du plombier polonais. Parce qu'en réalité, le problème, c'est qu'il y a plusieurs discours chez ce qu'on appelle les souverainistes. Certains parlent de refaire une autre Union européenne, ce qui est… Enfin, c'est compliqué parce qu'en réalité, il y en a qui veulent changer. Déjà, ils confondent l'Europe, le continent, et l'Union européenne, la formation politique. C'est déjà quelque chose d'important parce que l'Europe, c'est le continent. OK, on ne va pas changer de continent, on ne va pas le transformer sur le plan territorial, même si, petite parenthèse, déjà, on a une fusion de régions qui est un scandale d'État, un des nombreux scandales qui sont tellement banalisés qu'on en oublie que ça existait parce que ça a été fait sur un camp de table. On est passé de 22 à 13 régions sans que ça change quoi que ce soit. Ça n'a fait que compliquer les choses et ça a rendu service à tous ceux qui s'en sont foutus plein les fouilles. Je parle des présidents de région qui se reconnaîtront, dont un certain Xavier Bertrand et Laurent Wauquiez pour ne pas les citer. Et puis, j'ai appris que l'Alsace, pareil, c'est devenu une sorte de confédération. Il y a eu des trucs qui ont été votés en catimini. Alors, je n'ai pas toutes les informations. J'essaierai de me renseigner. Mais en fait, on est en train de dépecer le pays et de transformer la France en une province européenne avec une forme d'État. On veut transformer l'Union européenne en État, c'est-à-dire en faisant une sorte d'Amérique des États-Unis avec le Texas qui serait comme la France, etc. Et tout ça, c'est fait par Macron en catimini.
C'est pour ça qu'il faut absolument que les auditeurs, et vous êtes presque 250 en direct avec nous, un grand merci, réinformez-vous, allez puiser les sources, etc. N'hésitez pas à me les envoyer parce que je ne peux pas être au courant de tout en temps réel, c'est impossible, mais je remercie déjà ceux qui m'envoient des informations, que ce soit sur Telegram, je suis sur Telegram, sur X, sur YouTube, sur Facebook, voilà, sur VK également. Donc, il y a beaucoup de choses que vous pouvez m'envoyer, mais on s'aperçoit que voilà, on est en train de dépecer le pays, de le détricoter soigneusement quand ce ne sont pas des privatisations qui sont faites en catimini, quand ce ne sont pas des votes à 5 heures du matin ou alors avec 3 pelés de tondu à l'Assemblée sur des articles 4 passés en force sur les dérives sectaires. Donc, il faut être très vigilant parce que c'est dans notre dos que ça se fait, sauf pour certains textes majeurs qui sont un peu plus médiatisés que les autres. Et la période des européennes, j'allais dire déjà la période du Salon de l'agriculture et la période des JO surtout. Cet été, il va se passer beaucoup de choses sur le plan politique, législatif. Il va se passer des lois votées en catimini sur des choses qui paraissent banales, mais qui vont avoir un impact dans nos vies. Et un beau matin, on va se réveiller, on va se dire « Ah bah tiens, ça, j'ai plus le droit de le faire parce que ça a été voté hier à 4 heures du matin, comme pendant le Covid. » Donc, voilà pourquoi il faut, entre guillemets, traquer, et c'est notre rôle de citoyen, traquer les informations, enquêter, faire des recherches, confronter les sources, parce que c'est ça que nous vivons, c'est une période totalitaire où nous sommes à la fois envahis d'informations, de désinformations, où on a des gens qui sont autoproclamés fact-checkers, qui sont payés par des fonds occultes, qui sont payés par le système pour enrayer cette machine de désinformation et d'information à la fois, et qui vont vous dire ça c'est faux, ça c'est vrai, alors qu'ils n'ont aucune légitimité pour le faire. Et donc c'est à nous finalement de le faire également, d'être nos propres reporters et enquêteurs. Alors, Philippe, je reviens sur République Souveraine, puisque tu vas être un peu, entre guillemets, malgré toi, le porte-parole de République Souveraine ce soir. Je reviens sur ma question, peut-être que tu y as répondu, mais je voudrais que tu sois à nouveau clair. Sur le programme agricole, qu'est-ce que propose République Souveraine pour les agriculteurs? Oui, alors, sur le programme justement de République Souveraine de la souveraineté en termes agricoles, on oublie souvent que la souveraineté c'est important, parce que l'alimentation, je crois qu'on l'oublie, on parle d'environnement, on parle de tout ça, mais l'alimentation c'est notre santé, c'est notre santé. Qui dit la santé, dit les frais après dans les hôpitaux, les gens qui sont hospitalisés et tout. Bien manger, c'est la santé. Alors pourquoi la souveraineté, c'est important de reprendre notre souveraineté nationale et de travailler sur la base de la coopération, pas faire des frontières. Hein. J'en ai entendu qui disaient, vous voulez mettre des frontières. Et là, ça, c'est ceux qui refusent le débat. Parce que la souveraineté nationale, si on veut garder notre souveraineté, il faut garder de l'agriculture, il faut garder de l'industrie. On l'a perdu, on n'a plus que 9% d'emplois dans l'industrie. Il faut garder ça, parce que l'inverse de la souveraineté, c'est la politique de l'Union européenne, c'est la politique des mondialistes, c'est la spécialisation. La spécialisation, c'est bien la théorie de David Ricardo des coûts comparatifs, des avantages comparatifs. C'est quoi la spécialisation? C'est au résultat auquel on est arrivé. On a perdu notre industrie, on fabriquait plus de masques, plus de vaccins, on a perdu l'habillement, on est en train de perdre notre agriculture. Quand on met en compétition exacerbée des pays à travers la planète, qui ont des coûts de production, des niveaux de vie, qui n'ont pas de sécurité sociale, ça n'a rien à voir, on compare des choses qui n'ont rien à voir, on va vers la spécialisation. Donc on dit, les masques, ça coûte moins cher de les fabriquer là, la viande, elle est moins chère en Amérique du Sud, on va spécialiser des continents. Pareil au niveau européen, l'Europe a fait la même connerie avec la Commission européenne. À partir du moment qu'on est spécialisé, ça veut dire que nous, on fragilise notre nation. Parce que ça veut dire qu'il y a des pans entiers où on va être dépendant, soit des vaccins, soit des masques, soit demain de la viande bovine, soit après-demain peut-être des volailles, on va être dépendant. Mais les économistes vont nous dire, oui, mais on est gagnant, parce que regardez, en termes de balance commerciale, en termes économiquement parlant, on a vendu des Rafales, on vend Airbus, donc sur le plan budgétaire, on est gagnant.
Et c'est probablement vrai que d'un point de vue économique, ils peuvent nous dire, par rapport aux milliards qu'on est gagnant. Mais là, qu'est-ce qui se passe? On a un déséquilibre au niveau des populations. Déjà, la population, quel travail on donne aux ouvriers? On n'a que 27,5 millions de travailleurs dans la machine économique sur à peu près 38 millions potentiels. Les gens, ils sont au chômage. Il faut leur mettre la prime d'activité, il faut leur mettre le RSA, parce qu'il y a un tas d'emplois qu'on a délocalisés. Et tout le monde ne va pas être ingénieur chez Aérospatiale ou chez Thales. Donc, abandonner l'industrie, abandonner l'agriculture, c'est prendre un risque énorme déjà en cas de conflit, c'est se mettre dans la main de ceux qui vont détenir ces industries-là, parce que là, ils vont nous faire chanter, on va perdre l'arme alimentaire. L'arme alimentaire, le jour où il y a un conflit et qu'on n'est plus capable d'alimenter notre population, qu'est-ce qu'on va répondre? On va envoyer des rafales pour débloquer les bateaux d'alimentation. Là, on est dirigé par des gens qui sont incompétents. Pour arriver à tenir une économie et faire vivre un pays correctement, il faut garder tous les pans de l'industrie. Même si certains, à des moments donnés, peuvent coûter un peu plus cher que de faire venir des produits d'Asie du Sud-Est, ça crée des échanges et ça permet d'avoir un équilibre et d'employer les populations sur les territoires. Sinon, on est dans la spécialisation, et la spécialisation, mais l'Europe est pour la spécialisation. L'Europe, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a favorisé les fruits et les légumes d'Espagne. Elle a dit, les Espagnols, ils sont mieux placés que les Français. Les Français, il faut qu'ils arrêtent les fruits et légumes. On importe 71% de nos fruits, 28% de nos légumes. Mais à partir du moment qu'on crée des déséquilibres comme ça, par quoi on remplace les emplois sur les territoires? Qu'est-ce qu'ils vont faire, les gens? On ne va pas les financer au RSA. Donc, c'est un calcul complètement stupide de la part de nos dirigeants qui nous ont emmenés dans le mur. Alors, je serais un peu plus radical que toi, même, parce que incompétence, c'est une chose, mais je pense même qu'il y a du machiavélisme en réalité derrière. C'est-à-dire que souvent, en plus, une des références de Macron, c'est Machiavel, ça ne s'invente pas. Mais il ne faut pas oublier que nos élites, entre guillemets, ne travaillent pas pour la France. Sinon, ils ne feraient pas ce qu'ils font. C'est-à-dire que on parle de Davos, on parle des young leaders, il faut appeler un chat un chat. On n'a pas des gens qui bossent pour le peuple français. Ils sont là pour travailler pour des intérêts supérieurs, que ce soit des lobbyistes, des mondialistes, des multinationales. On parlait tout à l'heure des lobbies. J'ai fait une émission de 3 heures avec Serge Abad-Gallardo fin décembre sur la franc-maçonnerie. Il faut rappeler les choses. Alors, je sais que ça dérange ce genre de questions, mais quand on commence à comprendre comment fonctionne le système politique, économique, etc. Je salue au passage d'ailleurs Paul-Antoine Martin, avec qui j'ai fait une très belle émission sur le clan des seigneurs, seigneurs comme les fiefs, mais ça pourrait aussi seigneur S-A-I-N, qui nous saignent jusqu'au sang, jusqu'à l'os, pour nous racketter à longueur de journée. Alors bien sûr, on pourrait passer des heures, mais que ce soit sur la route avec les radars, que ce soit avec les impôts, que ce soit le prélèvement à la source, que ce soit avec le gaz et l'électricité, quand on a un ministre de l'économie qui est plus expert en romans porno qu'en nous disant écoutez, voyez, je vous rassure, au lieu d'avoir 10% d'augmentation, vous aurez 9,8%. De qui se moque-t-on? Voilà. Et d'ailleurs, c'est un des ministres qui tient le plus longtemps au gouvernement quand même. Alors forcément, ils l'ont eu sévère parce que quand un gamin de 34 ans a pris Matignon, forcément, ils avaient les boules parce qu'ils visaient la place et puis ils visent maintenant l'Élysée. Mais voilà, on en est à ce niveau-là, quand on creuse un petit peu, de voir qu'on est dirigé pas seulement par des gens incompétents. Rappelle-toi, Claire Sévrac, ne leur pardonnez pas. Ils savent très bien ce qu'ils font et depuis très longtemps. Et là, je salue mon ami Jean-Michel Jacquemin-Rafestin. Tout ça, ils le font en connaissance de cause. Il ne faut pas les excuser parce que les excuser, c'est leur donner un statut de victime. Et ce ne sont pas des victimes. Ce sont nous les victimes. En fait, non seulement on est, entre guillemets, les cocus de l'histoire, mais en plus, on s'entête. Alors, bien sûr, on va nous dire, faut arrêter de voter. Oui, mais ça ne va rien changer d'arrêter de voter. On a vu que l'abstention
On peut dire, si voter servait à quelque chose, ça ferait longtemps que ce serait interdit, c'est ce que disait Coluche. Mais si s'abstenir avait servi à quelque chose, ça ferait longtemps qu'on l'aurait vu aussi. Donc finalement, on est le cul entre deux chaises, si je puis dire. Désolé, je suis assez vulgaire ce soir, mais on a l'impression qu'on est dans une impasse et qu'on est comme comment dire, le raton laveur, là, le hamster dans son terrier. On fait le tour depuis 40 ans et on est en fin de cycle. Donc je pense qu'il faut trouver une autre solution, une alternative. C'est pour ça que je fais aussi ces émissions. C'est pour justement débattre, discuter en passant 4 heures s'il le faut, en parlant de tout, même si on est censuré, même si on est invisibilisé, on parlera quand même parce que aujourd'hui, on est dans un stade où on risque la prison et de l'amende et des amendes pour dire ce qu'on pense. On en est à ce niveau-là. Et on va nous dire que la Russie, c'est une dictature et que la Corée du Nord, c'est une dictature. Oui, ils ont une forme d'autocratie. Mais la France n'est plus un pays libre depuis très longtemps. La liberté d'expression, les droits de l'homme, etc., ce sont que des mots sur un papier ou que sur un fronton, liberté, égalité, fraternité. Ça fait belle lurette qu'on n'est plus libre dans ce pays. Sinon, on n'aurait pas ces gens-là au pouvoir déjà. Mais de ce fait, toi, demain, tu as un jeune, admettons, il a 15-16 ans ou même 18 ans, il vient te voir et il te dit, voilà, Philippe Grégoire, j'ai envie d'être agriculteur, qu'est-ce que vous me conseillez? Quel cursus, comment dire, pas universitaire, mais quel cursus voilà, d'études vous me proposez? Et surtout, est-ce que agriculteur, c'est encore un métier d'avenir? Qu'est-ce que tu lui réponds? Alors, à cette question-là, je lui réponds oui, à condition qu'il ait une ferme à taille humaine et qu'il aille au maximum vers les circuits courts qui transforment son produit, qui reste avec la vente de son, qui garde la facture, qui garde son carnet de facture, qui vende lui-même ses produits, mais qu'il n'investisse pas 1 million d'euros attachés aux outils de l'agroalimentaire. Je vais reprendre le programme, parce que le programme, tu m'as posé la question sur le programme agricole République souveraine, on peut ramener entre 4 et 600 000 emplois dans le monde agricole. C'est-à-dire qu'on aurait, au lieu d'avoir 400 000, on aurait 1 million de personnes, paysans ou salariés, qui travailleraient. Comment? En revenant sur des projets locaux, bio et conventionnels, avec SOS Mer, les collectivités territoriales, en faisant des partenariats pour éviter que les marchandises traversent la planète. Et sur le plan, donc reprendre notre souveraineté, sur le plan international, fonctionner sur la base de la coopération entre les États et non le libre-échange, alors ça peut se faire avec le Frexit et sans le Frexit. Pourquoi? Parce qu'on peut dire non. On peut dire non. Pourquoi? La Constitution européenne, ils l'ont déjà violée aux grandes dames des Allemands et de la Cour de Karlsruhe. Pourquoi ils l'ont violée? Dans les traités européens, il est interdit de racheter les dettes des États. Et la Banque centrale européenne, la BCE, a racheté 25% de la dette de tous les États de l'Union européenne. Et c'est contraire au traité. Alors, ils l'ont joué finement. En réalité, en langage clair, ils n'ont pas fait un transfert d'une dette d'État à la BCE. Ils ont passé par des titres qu'ils ont appelés titres crédit agricole, et la BCE a acheté des titres crédit agricole qui étaient des dettes des États. Donc, ils ont violé les traités européens. Quand ça les arrange, ils violent les traités, et quand ça les arrange pas, ils disent non, c'est impossible, chaque État membre n'est pas libre de ses mouvements. Donc, il faut quelqu'un, il faut un général de Gaulle, il faut un Dominique de Villepin, comme il s'était comporté pendant la guerre en Irak, qui dit stop, terminé, maintenant la récréation est finie, ça sera comme ça, nous on travaille sur la base de la coopération entre les États, sinon on quitte l'Union européenne à 3, il faut se mettre d'accord, à 3-4 pays, hein, et dire nous on est 3-4 de cet avis-là, si vous n'êtes pas content, on quitte l'Union européenne, ça sera ça ou rien. Ensuite, sur le programme République souveraine, intérieur au pays, car rien à voir avec l'Union européenne. Rien ne nous empêche de revoir la fiscalité, qui est un outil qui pèse sur les paysans. C'est-à-dire que les paysans, ils sont imposés par le régime social de la mutualité sociale agricole à hauteur de 43% du bénéfice de l'entreprise, du résultat, du bénéfice de l'exploitation agricole,
qui n'est pas un salaire. Donc demain, si on veut réformer et améliorer les conditions des paysans, il faut que les paysans payent leurs cotisations sociales et leurs impôts sur le revenu sur leur salaire et non pas sur le bénéfice d'entreprise qui est destiné à rémunérer les capitaux, à réinvestir et à garder une marge de sécurité. Ça, c'est un non-sens total. Moi, je l'avais déjà proposé en son temps quand j'allais dans les ministères. Bon, ils ne veulent pas parce que ça ferait moins de rentrées, forcément, dans les caisses des cotisations sociales de la MSA. Mais ça, c'est une vraie réforme. Et revoir les droits de succession aussi, parce que c'est des investissements lourds qui rapportent peu et on ne peut pas imposer un capital agricole qui est une transmission d'un outil à ses enfants. Donc ça, c'est franco-français. Mais comme Monsieur le maire est le champion du discours, mais est inactif au niveau des projets, bah, rien se passe. Il n'est pas inactif partout, mais bon, le problème, c'est que ce n'est pas au bon endroit. C'est-à-dire que, alors, sur De Villepin… Par contre, De Villepin, il a fait une erreur, je confirme. Il a vendu les sociétés d'autoroutes. Ça, c'était une très grosse connerie. Merci, monsieur. J'ai cru comprendre aussi qu'il a été financé, il est financé par le Qatar aussi, donc il ne parle pas tout à fait non plus de manière très indépendante, notamment. J'en ai pas la preuve, Nicolas. Voilà, mais voilà, le problème c'est cela. Mais c'est vrai que en 2003, la guerre en Irak, etc. Et bon, quelles qu'aient été les casseroles de Chirac, etc. à l'époque, il faut rappeler quand même que les derniers grands dirigeants, si je puis dire, c'était il y a plus de 15 ans maintenant. Et on s'aperçoit qu'on tombe d'année en année de gouvernance en gouvernance. Alors, je partage ce qui se dit en commentaire, notamment, je viens de le lire encore, hein, Michel, Philippe, ministre de l'Agriculture. mais alors, justement, pourtant, si demain, allez, je vais faire une fiction politique. On l'a fait durant la première émission il y a quelques mois, donc on va refaire un état des lieux. Oui, je sais que tu ne veux pas être ministre de l'Agriculture, mais admettons, demain, je te propose d'être ministre de l'Agriculture et je te demande, on est quel jour là? On est le 20 février. Je te dis, voilà, jusqu'en 2025, tu me fais un plan. Imaginons, on fait le Frexit, on sort de l'Union européenne, on redevient indépendant. Bon, ça mettrait des années, mais tu me fais un plan d'attaque pour toute l'année 2024 jusqu'en 2027. Admettons, il y a un remaniement, on change tout, et là, tu as le pouvoir, tu as carte blanche face au lobby, etc. J'aurais même rajouté le lobby de la chasse parce qu'il est très puissant également, avec notamment Écosse, Willy Schren, etc. Qu'est-ce que tu ferais sur cette année 2024 pour faire rebasculer la vapeur dans l'autre sens? Eh ben, retravailler la chaîne de valeur, comme je l'ai dit, travailler au niveau des territoires et puis revoir aussi tout ce millefeuille agricole. Je ne vais pas parler du millefeuille des élus au niveau national, je vais rester sur l'agricole, mais il y a un millefeuille agricole de règlements qui s'enchevêtrent les uns aux autres et une lourdeur administrative qui a besoin de retoiletter. Parce que le problème dans notre économie, tel qu'elle s'est enterrée avec l'Union européenne, c'est qu'il y a des gens qui ne créent pas de richesse, qui ne créent pas de valeur. Il y en a qui créent du service et du contrôle. Quand on perd notre industrie et notre agriculture, on a des gens qui s'inventent des travails dans les bureaux. Ils créent ce que j'appelle du travail parasitaire. Voilà. Donc, ils s'inventent des textes et des lois. Alors ça, il serait bien dans une économie digne de ce nom de créer des emplois utiles et non pas de créer des emplois parasitaires pour emmerder les infirmières, les maçons, les chirurgiens, j'en passe et des meilleurs. D'accord. Ça ne s'appelle pas des emplois fictifs plutôt? J'osais pas le dire. Bah, je te le dis, il n'y a pas de problème. Tu sais, tu es libre ici, hein, tu peux t'exprimer, il n'y a pas de problème. Écoute, cher Philippe, c'était en quelque sorte le mot de la fin, puisqu'on ça fait déjà plus d'1h40 qu'on est ensemble, et malgré le fait que Jérôme et M. Kuzmanovic n'aient pas pu nous rejoindre, mais je vais essayer de contacter M. Kuzmanovic pour faire une émission à part, parce que je voudrais faire un tête-à-tête avec lui, une émission grand portrait, un peu comme le camarade Greg Tabibian. Alors, je ne passerai pas 5 heures forcément. Certains voudraient François Asselineau, etc. Je précise d'ailleurs que j'ai contacté François Asselineau à plusieurs reprises
et qu'il est toujours le bienvenu pour une émission, que de toute manière, je suis un peu provocateur, mais je le fais exprès parce que souvent on me dit oui, mais enfin on ne me répond pas, ou on me dit je ne peux pas venir, etc. Et je les vois dans d'autres médias. Moi, la porte est ouverte. Hein. Je cale les émissions assez rapidement. Elles sont interchangeables. C'est de la visio. On peut faire ça très facilement et on peut aller au fond du sujet. On est à quelques mois des européennes, on est à moins de 4 mois maintenant. Donc, c'est aussi l'occasion de vraiment être transparent. Il n'y aura pas de questions pièges. Moi, je ne suis pas là pour piéger les gens. Par contre, il n'y aura pas de questions tabou. Il n'y aura pas de tabou. Voilà, donc c'est très important. Et écoute, Philippe, je te laisse le mot de la fin concernant le salon d'agriculture, concernant tout ce qu'on a dit ce soir. Oui, alors pour les auditeurs, il faut savoir que l'Union européenne, au niveau européen, hein, et le gouvernement français, les mensonges de Macron et Bruno Le Maire et M. Fesneau, le ministre de l'Agriculture, il existe au niveau européen depuis les années 81, 83, ça doit être 83, il existe des filets de sécurité, par exemple pour le vin de distillerie, quand les seuils descendent de trop, il y a un prix garanti. Ça s'appelle des PGE, prix garanti par l'État. Il suffit de relever ces seuils pour que les viticulteurs qui manifestent dans l'Hérault et tout en coopérative, qui sont étranglés, qui se suicident, pour résoudre le problème. Mais au contraire de ça, le gouvernement, il ne veut pas de PGE, prix garanti par l'État, qui existe puisqu'il y a un seuil. Il faut remonter les seuils, il est européen. Lui, le gouvernement, il préfère les PGE, prêts garantis par l'État, par la Banque publique d'investissement, pour prêter de l'argent aux paysans à 5%, les endetter et gagner de l'argent sans travailler. Donc, je terminerai ma conclusion pour dire, eh bien, écoutez, essayez de nous suivre à République Souveraine. Nous, on propose le retour au bon sens paysan, la primauté du politique sur l'économique, au maximum les territoires. Pour ceux qui connaissent les AMAP, c'est les AMAP, mais en plus grand, retravailler en local, respecter tous les modèles agricoles et pas monter les Français les uns contre les autres dans des débats à 2 balles écologistes contre paysans. Ça mène à rien. Et un dernier mot sur les chasseurs. Il y a un grand lobby des chasseurs. Moi, je ne suis pas chasseur, mais les chasseurs, on ne peut pas s'en passer parce qu'ils régulent les territoires. Moi, je ne suis pas chasseur, mon frère est chasseur, mais les chasseurs, ils jouent leur rôle sur les territoires. Certes, après, peut-être qu'avec les lobbies, ils vont un peu loin, mais la chasse joue un rôle sur les territoires. D'accord. Écoute, un grand merci Philippe et à tous ceux qui ont été présents ce soir, puisque vous avez été plus de 200 en direct pendant presque un peu plus d'1h45 maintenant. Demain, je vous donne rendez-vous, chers auditeurs, à 19h avec l'invité mystère. Et dans la foulée, à 21h, il y aura le fameux Bistro Liberté avec Jean Lassalle comme invité principal, où j'interviendrai comme un des sociétaires. On va parler de la crise agricole, justement, y revenir. On va parler des élections européennes. Donc, n'hésitez pas à suivre tout cela. En attendant, Philippe, eh bien, un grand merci. J'ai quand même une pensée pour M. Kuzmanovic et pour Jérôme Battré qui auraient voulu être avec nous, mais qui ont eu des soucis techniques, des soucis de réseau. C'est pas dramatique. De toute manière, on a pu continuer notre tête-à-tête et ça a été passionnant comme d'habitude. Allez voir la chaîne de Philippe et dans le pré avec des vidéos régulières sur les explications de fond, sur les idées, sur les projets, etc. J'allais dire qu'on partage ou pas les idées de Philippe. L'important, c'est vraiment d'aller au fond des choses. Et je mettrai le mail de Philippe en lien de la description de cette émission. En attendant, à demain 19h. Bonne soirée à tous. Merci Philippe. Merci Nicolas, merci.